Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Et j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir à nouveau Alain Huot. Bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Alors d'habitude, tu nous proposes des webinaires ciblés tels que le jeûne, l'utilisation des huiles essentielles. Et ce soir au contraire, c'est un sujet plus vaste et étrangement dont on pourrait penser chacun de nous que nous sommes tous des experts. Et pour cause, puisque c'est une activité quotidienne qu'on a toute l'année. Alors, c'est comment justement trouver la bonne alimentation et surtout face aux défis du 21e siècle. Alors, avant de commencer ce nouveau webinaire, je vais également te présenter, Alain, pardon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, Alain, tu es thérapeute en médecine naturelle depuis plus de 30 ans, diplômé en naturopathie, en aromathérapie et en sophrologie, et tu es également certifié en médecine nutritionnelle et fonctionnelle et en thérapie psycho-énergétique, telle que l'EFT et Tipeee. Et tu es également donc formateur, alors que ce soit pour les particuliers, mais également pour les professionnels de santé en milieu hospitalier. Alors, tu as également eu l'occasion de former des chirurgiens dentistes et tu es également conférencier. Tu as été conférencier dans un laboratoire spécialisé en compléments alimentaires. Et tout dernièrement, donc, tu as écrit un livre dont le sujet principal, c'est le jeûne, qui s'appelle donc Le jeûne, une voie royale vers la santé du corps et de l'esprit, qui sont donc aux éditions d'Anglès et qui est sorti tout récemment, puisque c'était en septembre de cette année. Alors d'ailleurs, tu en parleras certainement un petit peu pendant la conférence, puisque même si c'est pas le sujet, ça en fait partie. Donc on voit que tu as un long et riche parcours dans tout ce qui touche la médecine naturelle. Alors peut-être pour commencer, Alain, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement ce webinaire? Parce que c'est vrai que sur la toile, on voit beaucoup, beaucoup de capsules vidéo sur les bons régimes, les bons aliments. Et bien sûr, on en voit également beaucoup, beaucoup d'émissions à la télévision sur ces sujets-là. Alors, pourquoi ce webinaire, s'il te plaît, Alain? Alors finalement, avec la question, il y a déjà la réponse, Emmanuel, parce que c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'informations, comme disent les jeunes, trop d'informations tue l'information. Et aujourd'hui, ce que je rencontre régulièrement dans ma clientèle, puisque j'ai également un cabinet, je fais ce qu'on appelle de la clinique, c'est de la consultation, ce qui pour moi est extrêmement précieux, c'est-à-dire de rester en contact avec le terrain, les difficultés du quotidien et apporter des solutions concrètes et valider celles qui sont vraiment opérationnelles. Bien régulièrement dans ma patientèle, les personnes me disent mais on est perdu, on ne sait plus quoi manger. Certains disent qu'il faut mettre plus de protéines pour pas perdre des muscles, d'autres disent attention, prenez pas trop de sucre, c'est inflammatoire, d'autres disent attention, le gras fait grossir. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation à la santé, et particulièrement l'éducation nutritionnelle, est faite essentiellement à travers les médias qui sont pas toujours neutres vis-à-vis du monde de l'agroalimentaire, on pourrait même parler de lobby de l'agroalimentaire, que d'autre part les médecins nutritionnistes qui sont invités sur les plateaux sont toujours les mêmes et qui ont un discours souvent intéressant mais pas toujours non plus neutre en termes de discours, et qu'aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est vraiment à la fois ce que j'enseigne, mais ce que je pratique auprès de ma patientèle, c'est de repartir au fondement, c'est-à-dire de dire comment fonctionne le corps, quels sont ses besoins essentiels, quel est l'environnement adapté pour pouvoir conserver la santé, et à l'instar de ce que disait Hippocrate il y a 2500 ans, que ton alimentation, que ton aliment soit ta première médecine. C'est-à-dire que, en premier lieu, eh bien, quand je rencontre des patients, comme j'en ai rencontré encore aujourd'hui, quel que soit le problème, que ce soit un problème chronique, fonctionnel, puisque c'est essentiellement les personnes qui viennent me voir, c'est pas dans l'aigu, dans l'urgence, la médecine allopathique est plus adaptée pour ça, ou la chirurgie, mais des personnes qui ont des problèmes récurrents, comme l'arthrose chronique, des rhumatismes, des problèmes de digestion, des problèmes de douleur, des problèmes de fatigue, eh bien, déjà, la première chose que je vais faire, c'est de faire un bilan nutritionnel, regarder ce qu'ils mangent, et essayer d'identifier les aliments qui sont adaptés et surtout ceux qui ne sont pas adaptés, et corriger au niveau de l'assiette. Et en fait, comme tu le
soulignais à juste titre, Emmanuel, c'est le titre de la conférence de ce soir, l'alimentation face aux défis du XXIe siècle. Et si on regarde le problème du XXIe siècle, ce qu'on pourrait dire en introduction à ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a éradiqué pratiquement toutes les maladies infectieuses. En 1928, naissait le premier antibiotique grâce aux découvertes de Fleming, et qui, avec la pénicilline, eh bien, ça permettait d'éradiquer progressivement les tuberculoses, les problèmes infectieux, et qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, en tous les cas des privilégiés de là où on parle, entendons-nous bien que ce n'est pas le cas dans le monde entier, eh bien aujourd'hui, les premières causes de mortalité, ce ne sont plus les maladies infectieuses, ce sont des maladies dégénératives. Et dégénératives, ça veut dire qu'on dégénère. Et si on dégénère, justement, c'est que notre génétique ne peut plus répondre à l'environnement dans lequel on est. Donc l'environnement, ça englobe les polluants environnementaux, ça englobe les pollutions psychiques à travers les pollutions électromagnétiques, le stress permanent, ça englobe également une inactivité, donc une sédentarité, et je mets en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier, et dans la chronologie, ce sera en premier, notre génome, donc notre patrimoine génétique n'est plus adapté par rapport à l'environnement nutritionnel, et donc que ton aliment soit ta première médecine redevient au centre du débat. Et comme tu le soulignais, j'ai un panel assez large depuis plus de 3 décennies où je suis passionné et j'interviens dans le monde des médecines naturelles. Eh bien, l'alimentation, pour moi, reste au cœur de ma pratique. Bien, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, la thérapie par le jeûne ou du jeûne thérapeutique sont des outils extrêmement précieux. Mais si derrière, on ne corrige pas l'assiette, eh bien, on ne va pas régler les problèmes de façon durable. Je voyais des questions tout à l'heure avant qu'on démarre, des problèmes chroniques, des problèmes d'asthme, de tout, etc. Eh bien, on ne va pas tout régler avec l'alimentation, mais si on n'utilise pas l'alimentation pour avoir un rôle anti-inflammatoire et ne pas entretenir ces problèmes-là, ça ne sera pas durable. Voilà, donc la raison pour laquelle je propose ce webinaire, c'est de revenir aux bases de la physiologie. Ça va être mon discours de toute la soirée, c'est de dire aujourd'hui, ne regardez pas la mode, ne sombrez pas ne succombez pas, pardonnez-moi, ne succombez pas au chant des sirènes qui ne sont pas toujours désintéressés dans leur discours. Eh bien, mon discours sera neutre par rapport, j'ai aucun intérêt dans quelque lobby que ce soit. Par contre, c'est de resituer ça par rapport au fonctionnement du corps, c'est ma spécialité, et mettre l'environnement adapté au niveau de l'alimentation est le moyen le plus fiable pour conserver la santé, et lorsqu'on l'a perdu, la resituer, mais malheureusement, bien sûr, ce n'est pas toujours suffisant. Sur des maladies assez importantes, on aura recours à des thérapeutiques naturelles dans la mesure du possible, et dans l'urgence, où lorsque les capacités du corps ne peuvent plus s'adapter, la médecine allopathique reste précieuse à ce titre-là. Voilà ce qu'on peut dire en introduction, ma chère Manuelle. Alors justement, c'est également le sujet, c'est l'alimentation santé face aux défis du XXIe siècle, donc également les maladies finalement qui sont qui sont liées plutôt actuellement. Alors ouais. Quel lien les scientifiques établissent-ils entre l'alimentation moderne et les problèmes de santé? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça a été un sujet tabou. Il y a des pressions, comme je disais, le discours est rarement neutre à ce niveau-là. Il y a de tels intérêts économiques. Il faut savoir que ceux qui font vivre les médias, que ce soit audiovisuels ou écrits, les plus grands annonceurs sont souvent en lien avec l'alimentation. Il suffit de regarder le journal télévisé et les pubs qu'il y a juste avant. Vous verrez que quand c'est pas les voitures, les parfums, c'est toujours autour de l'alimentation et ça revient régulièrement. Et comme disait un des chers professeurs, Henri Joyeux pour ne pas le nommer, si vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas manger, eh bien regardez les publicités, vous saurez ce qu'il ne faut pas manger. Et pour s'affranchir, bouger, manger moins de sucre, etc. Ça c'est juste pour se donner bonne conscience. Alors aujourd'hui, de nombreuses publications montrent le lien direct entre les aliments ultra transformés et l'augmentation des maladies cancéreuses. Alors c'est tabou parce que le cancer n'est pas dû qu'à l'alimentation, il y a des pollutions, il y a le stress, il y a des facteurs génétiques qui sont très limités, mais en tous les cas, l'alimentation ultra transformée est un facteur, c'est-à-dire l'alimentation hyper industrielle, il y a un lien direct de causalité entre les deux. De plus en plus d'études montrent que, évidemment,
on ne peut pas le taire très longtemps, même si l'industrie sucrière a essayé de noyer un petit peu le poisson. Dans l'océan de la méconnaissance du sujet, c'était de dire que finalement le méchant c'est le gras. Donc on a fait pendant plus de 30 ans, les Américains ont fait des régimes sans gras, en low calories ou light au niveau du gras, en disant c'est eux qui sont responsables des maladies cardiovasculaires, malgré les régimes, les restrictions des autorités médicales qui ont été proposées, ou pour pas dire imposées au niveau des régimes. Eh bien aujourd'hui on sait que les problèmes cardiovasculaires continuent à augmenter et sont la première cause de mortalité dans le monde moderne. Et il y a un lien direct entre le diabète, 3,7 millions de diabétiques en France quand même, qui prennent un traitement médicamenteux, et ce qu'on met dans l'assiette. Du reste, il y a même un terme pour résumer ça en médecine, ça s'appelle les maladies métaboliques, c'est-à-dire au niveau du métabolisme. Donc je viens de citer déjà 2 choses, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc 3 maladies, en fait ce seront les 3. Alors, le diabète n'est pas directement mortel, mais c'est les conséquences du diabète qui vont amener des problèmes cardiovasculaires. Ce sont les 2 premières causes de mortalité dans le monde occidental. Après, aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui sortent sur justement les pollutions. Alors bien sûr, les pollutions ne sont pas que dans l'assiette, elles sont environnementales. Le stress est une autre forme de pollution, et la maladie d'Alzheimer, qui serait peut-être justement une réaction des neurones pour pouvoir se protéger de ces pollutions. Donc là, je fais allusion, pour les spécialistes ou ceux qui veulent piocher un petit peu le sujet, à Dal Bredesen, ça s'écrit B-R-E-D-E-S-E-N, qui a écrit un super bouquin sur vaincre justement la maladie d'Alzheimer. Et c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution médicamenteuse. Donc, il vaut mieux chercher des solutions autres. Et il explique qu'en fait, il y a plein de leviers d'action pour traiter la maladie d'Alzheimer à ses débuts, en tous les cas, et c'est ce qu'il fait. Il est chercheur depuis plus de 30 ans sur les maladies du cerveau, et en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Il s'est interrogé en disant, mais qu'est-ce qui fait que certains neurones, à un moment donné, dégénèrent et développent cette maladie? Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc des études, il y en a de plus en plus, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On sait aujourd'hui établir de plus en plus des liens avec l'alimentation et les maladies dites de civilisation. C'est-à-dire celles qui aujourd'hui nous font vivre plus longtemps malades. Car en réalité, on peut le dire, Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, certes, les progrès de la science et surtout des conditions de vie mieux protégées par rapport aux expositions au froid extrême, à la chaleur extrême, à la malnutrition, aujourd'hui, on vit plus vieux, mais on vit surtout plus longtemps malade. Et ça, c'est pas un vrai progrès de notre société moderne. Oui, c'est sûr. Alors, avant de parler du régime santé, alors je parle bien du régime santé, parce que tu ne veux pas parler de régime, tu parles toujours de régime santé et de ces critères. Pourrais-tu nous indiquer quelle eau boire, quelle quantité, à quel moment? Finalement, on dit aujourd'hui qu'il faut beaucoup boire, mais est-ce que c'est quel type d'eau et surtout à quel moment? Non, c'est vrai que c'est important, c'est une question, et tu fais bien de le rappeler, Manuel. En général, on parle d'alimentation, mais on oublie que on est constitué entre 60 et 90% d'eau. Si on met, tu parlais de boire, de manger, pardon, donc on pense être tous des spécialistes de l'alimentation au motif qu'on fait 2 ou 3 repas ou 4 par jour, et on se dit, voilà, moi je sais, j'ai la bonne connaissance, je sais ce qu'il faut faire. Pour autant, comme le rappelle un spécialiste du sujet, Walter Longo, donc qui est très connu pour ses travaux sur le jeûne, sur la longévité, et donc est devenu, de par le fait, par l'évolution de ses travaux de recherche, un spécialiste de la nutrition. Il dit, c'est pas parce que vous prenez l'avion tous les jours ou vous conduisez un véhicule tous les jours que vous allez pour autant devenir des spécialistes de l'aéronautique ou de la mécanique automobile. Donc nous sommes des consommateurs alimentaires. Maintenant, pour vraiment comprendre ce dont on a besoin, ça nécessite des connaissances en biologie cellulaire, en physiologie, et après avoir une vision de la nutrition, non pas en tant que technicien, comme on le fait dans l'éthique de la diète, c'est-à-dire la diététique, comme on le fait dans la médecine, enfin, dans les spécialistes nutritionnistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des maladies métaboliques, en particulier du diabète. Donc là, ils sont pointus par rapport à ça. Donc, en hygiène alimentaire, en nutrition et en micronutrition, que ce soit en naturopathie ou en médecine nutritionnelle, là où j'ai été formé dans les 2 domaines, ce qu'on va regarder, c'est l'alimentation en lien avec la santé, ou l'alimentation lorsque on a perdu la santé, qu'on commence à avoir des problèmes chroniques, fonctionnels, récurrents. Quels sont les leviers d'action à travers le régime alimentaire? Oui, je ne parle pas de régime, parce que le régime, en général, comme disait un de mes enseignants, est fait pour les gens malades. Donc, quand on est malade, on a de l'hypertension, on fait un régime sans sel. Quand on est diabétique, on fait un régime
en évitant autant que faire se peut les sucres à index glycémique élevé, etc. Mais régime au sens s'alimenter, santé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour entretenir, conserver la santé ou la retrouver. Et la première chose, et on l'oublie, c'est la fonction de l'eau. Donc tu me demandais, Emmanuel, quelle eau boire? Eh bien, c'est un sujet qui n'est pas enseigné et peu de gens s'intéressent à cette question-là et pourtant elle me paraît essentielle. Et on peut régler plein de problèmes fonctionnels. Alors, c'est pas miraculeux, mais ça marche au long cours. C'est-à-dire que des maux de tête, des douleurs articulaires, des fatigues chroniques, des problèmes, des débuts d'hypertension sont souvent en lien avec un problème d'hydratation. Donc, quelle eau boire? Pour répondre à cette question, il faut savoir à quoi sert l'eau. Eh bien, comme le dit un spécialiste du sujet, il explique que finalement, l'eau sert à nous nettoyer. Marc-Henri, donc la personne à qui je fais allusion, donc qui est physicien mais également chimiste, il dit l'eau qu'on absorbe, c'est pas la même eau qu'on élimine. Entre les deux, l'eau s'est chargée de nos déchets. Donc pour que l'eau remplisse bien son rôle, il faut prendre la bonne quantité, au bon moment et avec les bonnes qualités de l'eau. Donc pour faire simple, puisqu'on a, voilà, c'est de l'information. Après, on vous présentera un petit peu les moyens d'aller plus loin pour votre formation, si tel est votre souhait, et vous souhaitez être autonome, justement, et non plus être intoxiqué par les modes à droite, à gauche, mais bien comprendre les mécanismes du rôle de l'alimentation et avoir intellectuellement la compréhension nécessaire pour pouvoir faire de bons choix. Eh bien, l'eau doit être peu minéralisée. Donc, soit on prend l'eau du robinet, on la filtre, idéalement avec de l'osmose inverse, par exemple, ou si c'est en bouteille, ce qui n'est pas exceptionnel pour l'écologie, le plastique, mais ponctuellement, on peut utiliser des eaux peu minéralisées, comme Montrecousse, comme Rosée de la Reine ou Volvic, ou ces eaux-là. Et on boit ça en dehors des repas de façon préférentielle pour que l'eau puisse jouer son rôle optimal. Et petit détail en plus, petit bonus, le café, le thé et les infusions ne servent pas à hydrater. Donc, ils ne remplacent pas l'eau. Je dis ça parce que ça m'arrive régulièrement en patientèle. Voilà pour l'eau, Emmanuel. Alors, tu nous as parlé justement des points critiques d'alimentation à l'occidentale. Quels seraient, à contrario, les critères d'une alimentation santé? C'est vrai qu'on va, pour faire simple, schématique, hein, on reste dans les grandes lignes, comme tu disais, on est sur un webinaire généraliste. Pour faire simple, ce qu'on peut dire, c'est que les problèmes du régime occidental, j'en évoquais un tout à l'heure, c'est qu'on a une alimentation ultra transformée. Donc chaque fois que l'on transforme, on retire des nutriments et on rajoute souvent des produits de synthèse pour conserver, pour exaucer le goût, pour édulcorer et rendre le produit appétant. Donc le premier critère de l'alimentation santé, ça va être l'inverse, ça va être de repartir à la base avec un peu de bon sens, sans forcément toutes les connaissances médicales ou nutritionnelles, c'est de repartir sur l'alimentation la moins transformée possible. On pourrait dire que moins il y a d'ingrédients dans la liste de ce que vous consommez, et mieux ça vaut. Et l'idéal, certes, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a du travail à faire en préparation, en cuisine, donc il faut faire de son mieux en fonction de ce que vous pouvez faire dans votre environnement, mais c'est de repartir de la matière de base. Eh bien, si vous repartez à partir des carottes, vous aurez un meilleur résultat que si vous achetez des carottes en conserve, par exemple, parce que vous aurez plus de vitalité, vous aurez plus de vitamines, vous aurez plus... Donc ça, c'est extrêmement important. Pareil pour les plats. Les gens me disent, oui, mais la pizza, c'est un aliment ultra transformé, c'est sûr que c'est pas un aliment santé. Mais si vous faites votre pizza occasionnellement, vous-même, avec une bonne farine, avec des bons ingrédients, des bonnes tomates et des bons ingrédients, ça reste un aliment santé. Donc, premier critère, utiliser des aliments les moins transformés possibles et les moins raffinés possibles. Raffinés, si vous prenez du pain blanc, il faut savoir qu'il n'y a plus grand-chose en termes de micronutriments. En fait, ce qui pose un vrai problème, un vrai défi dans notre alimentation moderne, c'est qu'à chaque fois qu'on raffine, à chaque fois qu'on transforme, qu'est-ce qui se passe? On retire des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, des fibres, des enzymes, des antioxydants, et ça, c'est ce qui est le premier problème. Et le lien, tu me demandais tout à l'heure, Emmanuel, entre l'alimentation moderne et les études qui montraient, eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que les compléments alimentaires représentent un budget colossal. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est en milliards de dollars que ça se mesure sur le marché américain. Je crois que c'est 27 milliards, enfin c'est quelque chose de colossal. Parce que justement, comme on n'a plus ça dans l'alimentation, on va prendre des compléments alimentaires à base d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, de fer, de calcium, de magnésium. Alors c'est bien quand le terrain est carencé pour réparer des déficiences, pour le remettre sur les rails, mais l'objectif, c'est de prendre ça dans l'alimentation au départ. C'est l'aliment qui doit remplir ses fonctions nutritionnelles. C'est parce qu'il y a eu carence qu'à un moment donné, on prend un complément.
Donc, on ne fera jamais aussi bien que ce que fait la nature. Donc, l'idéal reste d'avoir une alimentation qui amène ces micronutriments. Donc, c'est quand on transforme qu'on élimine en partie. Donc, si on reprend des aliments peu raffinés, comme des céréales peu raffinées, c'est-à-dire complets ou semi-complets, parce que passer d'un aliment hyper raffiné à un aliment complet, on amène beaucoup de fibres. Il faut laisser le temps encore à s'adapter par rapport à ça. Donc, on peut faire des étapes transitoires. Donc, des aliments non raffinés, ça vaut également pour l'huile. Donc ça, ce sont des critères importants, non raffinés, non transformés. Et je dirais le troisième critère qui est très important, et ce qui est un problème face aux défis du XXIe siècle, mais par rapport à notre alimentation, c'est qu'on est passé depuis l'après-guerre à une alimentation de plus en plus carnée, avec de plus en plus de protéines animales, viande, charcuterie et tous les dérivés à partir des produits carnés qu'on va retrouver dans les plats cuisinés, dans tous ces plats-là, fait qu'aujourd'hui, nous sommes omnivores, certes, mais nous ne sommes pas adaptés pour surconsommer des protéines animales. J'expliquerai peut-être un petit peu plus tard dans le webinaire l'impact d'une surconsommation de protéines animales. Donc, à l'inverse, j'aurais tendance à donner comme troisième critère d'une alimentation santé, c'est d'augmenter le végétal. Le végétal, ça vaut pour les légumes, ça vaut pour les légumes secs, qui est une très bonne source de protéines végétales. Ça vaut pour les céréales, à condition qu'elles ne soient pas raffinées. Ça vaut pour les dérivés d'huile, les bons gras qu'on va retrouver dans les huiles extraites à froid ou vierges, mais dans les précurseurs des huiles aussi, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes, tout ce qu'on appelle les oléagineux. C'est toute la famille des aliments santé. Voilà déjà les premiers critères qu'on peut donner, puis on va affiner ça au fur et à mesure de cette présentation. Alors justement, en étant pragmatique, est-ce que tu peux, alors c'est au risque de te répéter un peu, mais de redonner aux internautes qui nous écoutent la liste des aliments à fuir impérativement? Alors, à l'inverse, oui, non, mais c'est bien de se répéter, la répétition est pédagogiquement féconde, donc ça vaut le coup de le redire, et vous-même peut-être de réécouter le webinaire par la suite pour ceux qui l'écoutent en direct. Hein. Vous êtes plus de 500, donc je fais un petit clin d'œil et je vous remercie pour votre fidélité, donc aux 500 personnes et quelques qui nous suivent en direct, donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Eh bien, fuir les aliments raffinés, les aliments transformés, ultra transformés. Donc tout ce qui est plat cuisiné, tout ce qui est pizza industrielle, tous ces plats-là qui sont à fuir impérativement pour une autre raison que je n'ai pas évoquée tout à l'heure et que je vais évoquer maintenant, c'est le fait que dans toutes ces étapes de transformation, l'industrie agroalimentaire va utiliser un additif qui a comme vertu d'être appétant, c'est-à-dire donner du goût, d'ouvrir l'appétit, l'objectif étant de vendre davantage, et comme je dis avec un petit peu d'humour, d'ironie, mais avec beaucoup de sincérité, l'agroalimentaire, l'industriel est attaché à sa santé financière, et moi je suis attaché à votre santé globale, c'est-à-dire celle du corps et de l'esprit. Donc on n'a pas les mêmes objectifs. Donc dans un régime santé, on va fuir tous les sucres ajoutés. Et ça, c'est un vrai dilemme. C'est qu'aujourd'hui, mes patients, je leur dis, mais évitez les sucres ajoutés. Ah, mais attendez, je ne mets pas de sucre dans mon café, monsieur Huot, je ne mets pas de sucre dans mon thé. Oui, mais dans l'alimentation moderne, pour un sucre visible, il y en a 4 qui sont cachés. Parce que pour rendre appétant, un aliment, on va mettre du sucre dans la charcuterie. On va mettre du sucre dans le fromage, je parle des produits industriels, encore une fois. On va mettre du sucre dans les chips. On va mettre dans tous ces aliments auxquels on n'aurait pas pensé, eh bien, tout ce qui est industriel recourt des sucres. Et là, c'est un double peine. C'est-à-dire qu'on augmente notre ration calorique, donc on va avoir un impact au niveau du poids, au niveau de la fatigue du pancréas et au niveau des cellules qui fonctionnent de moins en moins bien quand ils reçoivent le message de l'insuline. Donc ça, c'est un problème. Donc ça fait le lit des états prédiabétiques. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait 3,7 millions de personnes en France qui se traitent pour le diabète. Quand je parle de diabète, c'est à 95% du diabète acquis par l'alimentation. Je ne parle pas du diabète type 1, qui lui est une maladie auto-immune et qui est une autre maladie. Donc là, on est obligé d'avoir recours à l'insuline. Mais l'autre diabète, pour 3,7 millions de personnes concernées, donc il y en a plus de 3 millions qui sont du diabète type 2, donc alimentaire, eh bien, il y en a peut-être autant qui sont en état prédiabétique, c'est-à-dire susceptibles de le devenir. Et aujourd'hui, on sait très bien que quand on prend des produits qui avaient une alimentation traditionnelle jusqu'à quelques années, quelques décennies, enfin une décennie ou quelques années, je pense à la Chine, hein, donc plus d'1,2 milliard de personnes qui sont là-bas, eh bien aujourd'hui, une partie de ce grand pays asiatique est en train de manger comme les Américains,
comme les Européens, donc ce qu'on appelle le régime à l'occidental, eh bien, l'obésité est en train d'exploser. Les diabètes est en train d'exploser. Les nombres de cancers ils sont en train d'exploser. Les nombres de maladies de civilisation, Alzheimer, Parkinson, sont en train d'exploser. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre l'alimentation et ces maladies-là. Aujourd'hui, non seulement on a des centaines d'études scientifiques qui nous le montrent, des publications scientifiques qui le montrent, mais avec un peu de bon sens, on voit bien qu'il y a une cohésion. Et quel est le problème? Eh bien, c'est le fait de surconsommer des sucres ajoutés, donc dans les sodas, dans les crèmes glacées, dans les plats cuisinés, dans les plats préparés. Et un critère est simple, on pourrait dire ça aussi, Emmanuel, plus le plat est low cost et plus il est mauvais pour votre santé. Donc, il vaut mieux repartir sur des produits de base, manger un peu moins de produits qui coûtent cher, même en industriel, c'est-à-dire les produits, la viande, le fromage. Je ne dis pas de ne pas en manger, mais ces produits-là, si on les mange de façon qualitative, et moins souvent, on n'a pas un budget nutritionnel ou alimentaire qui va augmenter, et pour autant, on va améliorer le contenu de l'assiette. Alors, voilà, pour dire en deux mots. Alors, tu nous as parlé justement des aliments à fuir, ceux au contraire à favoriser. Mais reste la question qu'on peut également se poser, devons-nous manger bio ou pas? Est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup que le bio est beaucoup plus cher. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller vers le... Je comprends ta question. Il y a du marketing aussi derrière. C'est une question qui m'est régulièrement posée par mes patients en disant, mais finalement, est-ce qu'on est obligé de manger tout bio? Ça coûte cher. C'est ce que tu disais précisément, Emmanuel. C'est vrai que manger bio, ça coûte plus cher. La première raison, elle est due au fait que c'est pas que ça coûte plus cher de produire bio, c'est que c'est pas subventionné par l'Europe. Donc, ce qu'on paye pas avec les impôts, on le paye avec notre portefeuille. Alors, vous allez me dire, tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'augmenter son budget alimentaire. Rassurez-vous, il y a une solution, c'est de manger des produits naturels. On verra bio ou pas bio, mais enfin, en tous les cas, c'est avec le moins d'adjuvants possible. Ça, c'est sûr, c'est important, que ce soit au niveau des modes de culture, donc pesticides, fongicides, herbicides, donc tous les produits qui sont déjà mis au niveau de l'agriculture. Et après, au niveau de la transformation, donc tous les produits qu'on va ajouter aux différentes étapes pour transformer, conserver et faire qu'un produit qui se conservait jadis, il y a quelques décennies, 2-3 jours, je pense à du lait par exemple, et bien aujourd'hui avec des procédés industriels, on peut conserver dans des briques du lait pendant 6 mois, 1 an. Donc comprenez bien qu'on a dénaturé l'aliment pour qu'on puisse en arriver là. Idem avec la margarine, normalement l'huile ça reste liquide, qu'on a un produit qui est dur et qu'on peut tartiner, et pour autant qui est peut-être même bio, eh bien, c'est pas adapté pour la santé. Donc, pour moi, le premier critère, c'est d'éviter de prendre des aliments les moins transformés, les moins raffinés possibles. Ça, c'est en priorité. Ensuite, si on veut mettre la cerise sur le gâteau, ça va être essayer d'avoir des aliments les moins chimiques, qui contiennent le moins de molécules chimiques possibles. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation directe entre les molécules chimiques, les molécules de synthèse qu'on retrouve dans la production, la transformation ou la conservation, et justement les risques de maladies cancéreuses, les risques d'Alzheimer, donc ça c'est les travaux de Dale Bredesen, également d'autres maladies métaboliques. On sait que aujourd'hui, l'effet cocktail, c'est-à-dire l'addition des différentes substances chimiques, n'est pas contrôlée, n'est pas contrôlable. Aujourd'hui, les études sont faites au niveau épidémiologie, c'est-à-dire voir les doses maximum qu'on peut tolérer sur des molécules uniques. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'on additionne tout ce qu'on consomme à travers les produits industriels, les conserves, les produits hyper raffinés, les pollutions environnementales, les pollutions au niveau des produits cosmétiques. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a une épidémie qui augmente des maladies de civilisation. Donc on peut penser qu'il y a un lien. Donc, troisième critère, en effet, ce serait de prendre des aliments les plus naturels possibles. Alors moi, je n'achète pas qu'en bio. Pourtant, c'est ma spécialité. Vous pourriez penser que je vais faire du 100% bio. Non. Par contre, je vais acheter des aliments aux producteurs sur des circuits courts, des produits locaux, des produits de saison. Et là, ça me permet d'avoir des produits qui coûtent pas plus cher qu'un produit, entre guillemets, conventionnel. Et pour autant, je suis en lien direct avec le producteur. Alors, quand on est en milieu rural, c'est facile. Quand on est en milieu urbain, il existe des AMAP, il existe des ruches, il existe des gros groupements de producteurs, et même dans les grandes villes, je pense aux métropoles, Paris, Bordeaux, Toulouse, etc., Marseille, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont des citadins, et il y a des solutions, je l'ai été également, donc dans des grandes villes, il y a également des solutions là. Et là, quand on connaît le producteur, peut-être qu'il n'est pas en 100% bio parce que ça coûte cher le label, parce que aussi également, il n'a pas envie
d'avoir une contrainte et que si à un moment donné, il faut utiliser ponctuellement un tout petit peu de produits de synthèse pour sauver sa récolte, ça se justifie sur un modèle économique. Mais moi, je travaille sur des relations de confiance avec les producteurs et j'achète des aliments les moins pollués par les contenant le moins de produits de synthèse. Donc oui, c'est un critère important, mais pas forcément du bio. Et après, il y a différents critères de bio. On n'a pas les mêmes critères dans certaines grandes distributions. Toutes les enseignes ne fonctionnent pas pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit de le faire, mais il y a différents types de bio et le petit producteur qui, lui, n'est pas bio et pourtant respecte beaucoup mieux ou qui va faire du maraîchage avec, comment dirais-je, un cahier des charges encore plus restrictif, qui est le maraîchage où on est sur des critères où on tient compte de l'environnement qui sont très, très stricts par rapport à ça. Donc oui, limiter au maximum les polluants, pas forcément que du bio. Voilà, mais Emmanuel, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, dans les différents... C'était mon chercher qui me revenait pas, c'était permaculture, voilà. Ce que je veux dire, voilà, on peut prendre des producteurs qu'on en trouve qui sont en permaculture, c'est le nec plus ultra pour l'environnement et pour notre santé. Et ce que je voudrais dire, je fais juste une parenthèse avant ta prochaine question, c'est qu'il y a un lien direct entre notre consommation et l'impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, on a un spécialiste, un écologue, un chercheur qui s'appelle Tillman, qui a montré que le levier le plus important qu'on pouvait avoir, nous, en tant que consommateurs sur notre environnement, c'est de manger plus de végétaux. Donc, on ne va pas mettre tout le monde végétarien, vegan, végétalien, mais c'est un critère extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on sait que les protéines animales ou les productions industrielles animales sont les premières sources de pollution environnementale, peut-être même plus que les véhicules et autres. En tous les cas, c'est ce que montrait Tillman. Alors, dans les différents médias, justement, dont on parlait tout à l'heure, on entend souvent parler de famille alimentaire. Alors, souvent, les consommateurs sont un peu perdus sur la répartition de ces familles alimentaires à établir entre le sucre, donc ce qu'on appelle les glucides, les graisses, les lipides et les protéines. Alors, on entend beaucoup parler et pourtant, on ne sait plus trop quoi faire parce que certains disent qu'il faut manger beaucoup de protéines pour être fort et conserver ses muscles. D'autres disent qu'il faut éviter le gras pour les artères. D'autres bannissent les sucres. Bref. Oui, on est un peu perdu avec tout ça. On a un petit peu perdu. Alors c'est vrai que il y a eu des régimes, c'est pour ça que je fuis les régimes. Régime hyperprotéiné, on mange plein de protéines et on a associé le fait que manger beaucoup de protéines, on faisait beaucoup de muscles. Déjà, il faut savoir, et là c'est la physiologie qui parle, c'est pas la mode ou le marketing, on ne peut pas absorber plus de 30 grammes à la fois sur un repas. Donc ça sert à rien de prendre des steaks à 400 grammes. Sur 400 grammes de steak, vous allez avoir à peu près 25%, donc c'est-à-dire 100 grammes de protéines. Il y en a 70 qui vont ou être éliminés, ce qui n'est pas une très bonne rentabilité financière et écologique pour votre santé, ou qui vont poser un autre problème, c'est-à-dire se déposer dans les tissus et faire ce qu'on appelle contribuer aux maladies à dépôt protéique. Donc ça fait le lit de rhumatisme, d'arthrose, etc. Alors, par rapport aux protéines, première grande famille des protéines, à quoi servent les protéines? À renouveler notre matériel cellulaire, fabriquer des enzymes et fabriquer des nouvelles protéines pour réparer et renouveler les cellules. Le régime à l'occidental, donc la façon dont on mange trop de protéines. Aujourd'hui, Walter Longo, qui est un spécialiste du régime longévité et également du jeûne, montre que manger moins, c'est se porter mieux. Donc, ça fait le lien avec le jeûne. On dira peut-être 2 mots tout à l'heure, si on a le temps. Bien qu'on a déjà abordé plusieurs fois ce sujet chez Libouda et que pour les auditeurs qui veulent creuser le sujet, il y a le livre qu'on a cité tout à l'heure, que j'ai écrit, donc il y a le livre a priori le plus complet en langue française, d'après ce que j'ai entendu dire par des journalistes, donc c'est pas moi qui le dis. Et donc, Longo montre qu'avec 0,7 g de protéines par kilo corporel, avec un plafond à 50 grammes, on n'est pas obligé, même si on fait 100 kg, de faire 70 grammes de protéines. Donc, entre 50 grammes maximum de protéines, c'est largement suffisant. Si on en mange plus, les études montrent qu'on ne va pas faire plus de masse musculaire. Donc déjà, on retire des fausses croyances. Ensuite, il a montré que la surconsommation de protéines faisait qu'on vieillissait plus vite et que c'était un facteur de croissance aussi des cellules cancéreuses et également des risques de diabète. Donc, diminuer les protéines, c'est-à-dire une protéine animale, si vous mangez des protéines animales, une protéine animale par jour maximum, j'entends pour l'adulte,
et on peut augmenter un tout petit peu quand on a passé 60-70 ans parce que les besoins sont majorés. Hein. Mais pour l'adulte, et une protéine animale, ça veut dire en alternance de la volaille, du poisson, des œufs, et voilà, si on fait ça, et un repas par jour. Et donc, tu parlais de la répartition des familles, mais on pourrait parler aussi de la répartition dans la journée. Eh bien, les protéines animales, quand vous en mangez, il vaut mieux les manger le midi parce qu'elles sont mieux éliminées la nuit et mieux désacidifiées, c'est-à-dire que le corps va mieux éliminer la partie acide aminé, hein, et donc éviter d'encrasser d'acide l'organisme. Donc ça, cette famille-là, on en mange trop. Donc déjà, réduire. Il faut savoir que dans les protéines, on a également des protéines végétales qui sont tout aussi intéressantes et on pourrait vivre sans prendre aucune protéine animale. Alors, je ne fais pas l'apologie du végétarisme, mais en tous les cas, ce que je fais, c'est l'apologie de manger moins de protéines animales et augmenter et remplacer 1 ou 2 journées par semaine par des protéines végétales, comme les légumes secs, comme éventuellement le soja. Pas en dose massive, on n'est pas des Asiatiques, mais on a également des protéines végétales dans les oléagineux. Donc, si vous mangez un peu d'olive, des noix, des noisettes, des amandes, des lentilles, vous avez votre apport de protéines pour la journée sans aucun souci. Et au niveau des familles alimentaires, on mange trop de glucides. Alors, les glucides complexes sont intéressants, on les trouve dans les légumes, on les trouve dans les légumineuses, mais trop de glucides simples, c'est-à-dire des sucres qui sont facilement assimilables, qu'on retrouve dans les céréales, et surtout les céréales raffinées, qu'on va retrouver bien sûr dans tout ce qui est sucré en goût et sucre ajouté, à l'exception des fruits qui sont intéressants pour la santé et les vitamines. Donc, pas charger les glucides autres que les glucides complexes. Et les lipides ne posent pas de problème. On a même un régime qui s'appelle le régime cétogène, qui a montré qu'il permettait de mieux conserver les fonctions cognitives, qui protégeait, qui avait une action efficace, aussi efficace que des chimiothérapies. Donc, c'est un effet au niveau des protections des cellules cancéreuses. Et donc là, augmenter le gras. Mais le bon gras. Le bon gras, ce sont les fruits gras. Une poignée d'amandes, de noisettes, de cajou par jour, ça ferait partie du régime santé, et des bonnes huiles. Ne pas hésiter à consommer de l'huile d'olive qui est très bonne pour la santé, et alterner après également avec des huiles riches en précurseurs en oméga 3. Voilà ce qu'on peut dire de façon schématique, ça donne déjà un guide. Je refais une petite synthèse. Donc, augmenter les végétaux, en particulier les légumes, qui devraient faire au moins la moitié de l'assiette en termes de quantité. Les végétaux, c'est aussi les légumineuses. Donc, vous pouvez en manger 3-4 fois par semaine. Et si vous êtes végétarien ou à tendance végétarien, dans ce cas-là, vous pouvez en manger quasiment tous les jours pour vos apports de protéines. Et vous n'aurez pas de carence avec les légumineuses. Et les céréales, plutôt les diminuer de façon générale et plutôt aller sur des céréales, riz, sarrasin, lupin, des farines, des céréales qu'on oublie un petit peu qui sont pourtant très intéressants, l'amarante, qui sont également très intéressants, les pâtes occasionnellement, mais non raffinées. Et des bons gras. Voilà de façon schématique. Et après, on répondra, il y aura peut-être des questions qui demanderont quelques précisions. Alors justement, tu nous parlais de manger moins de viande. Et on voit de plus en plus que le végétarisme progresse en Occident. Oui. Aussi, j'aurais envie de te demander, n'est-ce pas dangereux justement de ne manger que des végétaux comme les véganes? Alors, les véganes mangent pas de produits animaux, de sous-produits animaux, c'est vrai. Alors, c'est pas dangereux si on connaît quand même quelques bases de nutrition. C'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, que j'ai écrit ce programme. Donc, moi, je trouve que c'est... Voilà, après, vegan, c'est plus un côté militant, il y a un côté écologie, donc c'est tout à fait respectable, mais c'est quand même assez strict. Mais, en tous les cas, ce que j'aurais tendance à dire, sans faire de prosélytisme et en restant consensuel, augmenter le végétal, limiter les protéines animales, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé. Le risque, tu parlais, Emmanuel, du végétalisme, hein, parce que vegan, il y a après une conscience du respect de l'animal, donc on ne porte pas de cuir et autres, donc ça va au-delà de l'alimentation. On n'utilise pas les produits de la ruche pour pas exploiter l'abeille. Et bon, donc je respecte, mais c'est vrai qu'il y a des produits qu'on peut utiliser de la ruche qui sont pourtant intéressants pour la santé. Donc voilà. Le risque, c'est d'avoir quelques carences sur certains produits qu'on trouve difficilement dans le monde, enfin qu'on trouve pas dans le monde végétal ou à petite dose, la vitamine B12 en particulier. Mais c'est pas grave, il suffit d'être suivi, d'avoir des bonnes connaissances ou d'être bien conseillé. Et dans ce cas-là, on va prendre quelques compléments nutritionnels. C'est valable aussi pour les oméga 3 longue chaîne, puisque là, on n'a plus les poissons gras qui nous amènent. Et passé un certain âge, on ne fabrique plus ou mal les EPA, DHA, c'est-à-dire les acides gras oméga 3 longue chaîne, à partir des précurseurs dans les huiles, donc dans les produits végétaux, algues et huiles.
Donc dans ce cas-là, il y a quelques compléments à faire. Ça veut dire oui, le végétalisme, à condition de bien connaître son corps, de ne pas rentrer dans un système intégriste et être non plus végétalien dans son assiette, mais être trop intégriste, parce que dans ce cas-là, c'est l'orthodoxie qui fait qu'on s'intoxique plus par ses pensées. Donc oui, à condition de bien connaître son corps et d'avoir des connaissances nutritionnelles pour pas avoir de carence. Autrement, pour tout un chacun qui nous écoutait, j'aurais tendance à dire, voilà, ayez une bonne base végétalienne, beaucoup de végétaux, limitez les protéines. Et quand vous prenez des protéines animales, alternez. Donc, si je prends un coup du poisson, un coup de la volaille, un coup des œufs, ça fait que je consomme deux fois de l'un sur 6 jours. Je garde une journée végétalienne et là, je suis vraiment parfait. Donc finalement, quelle place tu mettrais dans les aliments végétaux et celle des produits animaux dans un régime santé? Alors, moi, ce que je vais mettre comme place, c'est-à-dire que mon alimentation va être à dominante végétale. Dans une assiette, si je prends une assiette du midi pour quelqu'un qui mange, par exemple, du poisson, eh bien, une quantité de protéines animales, c'est 2 œufs, c'est 120-130 grammes de poisson, 120-130 grammes de volaille. C'est pas la peine d'aller au-delà, après, vous les assimilez pas. Ça nous permet d'obtenir à peu près 30 grammes de protéines. Donc, vous voyez, ça, c'est ma ration. Et le reste de mon assiette, c'est du végétal, du cru, crudité, salade, carottes crues, betteraves crues, des graines germées, qui est un super aliment riche en végétaux, riche en enzymes, riche en vie. Donc ça, c'est vraiment un aliment que j'invite à inviter à votre table le plus régulièrement possible. Surtout là, on va rentrer dans une saison où on va être un peu plus pauvre dans la diversité des végétaux. Donc c'est un moyen d'amener des végétaux dans les périodes hivernales. Et le reste, ça va être du végétal. Si vous voulez manger des produits laitiers, je vous conseille de ne pas dépasser 2-3 fois par semaine. Et quand je dis ça, c'est pour préserver votre capital articulaire. Et la question que j'avais tout à l'heure, ma dernière consultation avant le webinaire, c'est une personne qui me disait « Mon médecin m'a dit que si je mangeais pas de produits laitiers, j'allais manquer de calcium. » J'ai répondu « Demandez à votre médecin comment font les Japonais, les Asiatiques qui mangent pas de produits laitiers et qui n'ont pas de problème d'ostéoporose. » Eh bien, c'est parce qu'ils prennent des algues, ou d'autres, c'est parce que dans le régime crétois, qui prennent des olives, ou d'autres, c'est parce qu'ils prennent beaucoup de noix, amandes. Eh bien, sachez qu'en variant votre alimentation, en prenant des produits de saison, vous n'avez pas lieu d'avoir des carences. Et c'était quoi la question? Du coup, j'ai perdu le fil, Emmanuel. C'était la place des aliments végétaux et celle... Oui, voilà. Donc la place des aliments végétaux première sur le podium, c'est plutôt, on va faire l'inverse, on va dire l'alimentation reste à base, enfin le fondement reste végétalien, les fruits, on peut les manger également en collation, c'est un très bon moyen de les prendre sur l'estomac vide, ils sont beaucoup mieux assimilés, ils évitent, pour ceux qui sont un peu sensibles au niveau des intestins, de faire des fermentations, et du cru, du cuit en légumes, ça c'est la base, plus de la moitié de mon assiette. Mon assiette, c'est 3/4 végétal, un quart animal le midi, et le soir, c'est 100% végétal. Voilà de façon synthétique ce qu'on peut dire, sans être dogmatique. Et si vous êtes loin, vous qui m'écoutez, les plus de 600 personnes en direct, si vous êtes loin de cette ligne-là, sachez, et je vous donne ce conseil, faites les modifications de façon progressive. Chacun et chacune à votre rythme. Là, ce que je vous propose, c'est une hygiène alimentaire au quotidien. C'est pas un régime pour 2-3 mois et après on revient aux anciennes habitudes. Donc regardez par rapport à tout ce qu'on a dessiné depuis tout à l'heure, ce qui est important, et prenez un axe prioritaire. Si vous ne buvez pas assez, je n'ai pas parlé des quantités tout à l'heure, c'est environ 1,5 litre en dehors des repas. Si vous êtes à 1 verre ou 2 par jour, augmentez progressivement. Prenez ça comme priorité. Une fois que ça c'est acquis, ou c'est déjà acquis pour vous, vous mangez trop de protéines animales, de la viande midi et soir. Si vous êtes chez Bibouda, vous êtes déjà sensibilisé. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais pour vos proches, pour vos amis, protéines animales midi et soir, ce n'est pas une bonne idée. On a des corrélations directes entre la surconsommation de protéines animales et les maladies cancéreuses et également les maladies cardiovasculaires. Donc, diminuer les protéines animales, 1 par jour maximum, le midi plutôt que le soir. Voilà déjà, on a déjà un axe de travail au niveau des priorités. Alors, tu nous as bien expliqué tout à l'heure les familles alimentaires. Alors, comment les répartir dans la journée aux différents repas? Donc, tu nous parlais de légumineuses, les protéines, les lipides. Comment les répartir? Ouais. Alors, le matin, on va faire simple, mais le matin, éviter les sucres. Prendre du sucre le matin, c'est-à-dire du miel, de la confiture, des jus de fruits, c'est vraiment pas une bonne idée parce que là, il y a un chèque glycémique important. Votre glycémie est au plus bas après la nuit et là, on fait une explosion. Donc ça va favoriser justement les problèmes métaboliques. Donc les sucres, on se les garde pour plus tard. On verra qu'il y a des bons sucres, hein. Je suis pas contre tous les sucres, je suis contre les sucres que fabrique l'homme. Enfin, contre.
c'est-à-dire dans une cohérence d'alimentation santé, on est d'accord. Les bons sucres, on va les garder pour la collation vers 4-5 heures, c'est l'idéal. Le midi, on a une base végétale et protéines. Le matin, on peut mettre des protéines, ça pose pas de problème, végétales, animales, mais il faut rester dans les quantités qu'on a vues, ne pas surconsommer. Donc si je mets 2 œufs coques le matin ou un œuf coq le matin, on va pas en remettre encore le midi. Donc c'est un choix à faire. Où on en met un peu moins le midi et on en met un peu moitié midi, moitié matin. Autre alternative, ça va être de prendre des sucres complexes le matin si vous voulez prendre des sucres, c'est-à-dire des pains complets, semi-complets plutôt que des céréales. Même en bio, même du muesli, ce sont des produits transformés, ils ont un index glycémique plus élevé, donc ils vont libérer du sucre plus rapidement. Donc ça peut être une alternative. Le matin, on peut aussi très bien, et c'est complémentaire au pain, voire aux protéines, mais surtout au pain, rajouter du gras, du bon gras. Et occasionnellement, on peut mettre du beurre, un bon beurre fermier, mais on peut alterner ça aussi avec des purées d'oléagineux, noisettes, amandes, sésame, cajou. C'est des très bonnes sources de minéraux, des très bonnes sources d'acide oméga 3 et avec des protéines, 10% pratiquement dans cette famille-là. Donc c'est très intéressant. Donc ça, c'est pour le matin. Le midi, on va, si on déjeune, parce qu'on peut aussi faire de jeûne séquentiel, on verra que c'est dans un régime santé, regrouper peut-être pas tous les jours, mais les phases d'alimentation sur des durées plus courtes, ça peut être intéressant pour mieux éliminer, se détoxiquer et avoir un impact positif sur pas mal de paramètres biologiques. Le midi, donc, légumes en priorité, et c'est pas viande et le féculent, comme on l'enseigne encore en diététique, où on va faire moitié riz, moitié poisson. C'est pas une bonne idée, ça se digère pas au même endroit et ça a des impacts sur la fatigue digestive. Donc, s'il y a une protéine animale, on l'accompagne avec des légumes. Et si on veut prendre un petit peu de riz complet, semi-complet ou un petit peu de pain, c'est en petite quantité, c'est pas 200 grammes comme on fait si on n'avait pas de protéine animale. Donc voilà le repas du midi. On peut prendre éventuellement en dessert un fruit, une compote, enfin un fruit plutôt cuit dans ce cas-là pour éviter les fermentations. Quelques noix, quelques noisettes, pourquoi pas si on veut compléter, une pomme au four. Les sucres, on les amène en collation, donc ça c'est le bon moment. C'est là où on peut prendre un fruit de saison avec un peu de fruits gras, une pomme avec une demi-poignée d'amandes, ou 1 ou 2 carrés de chocolat noir si vous êtes comme moi amateur de chocolat, donc de cacao. Très bonne source de magnésium. On a même de la phénylalanine, donc qui est un précurseur pour la bonne humeur. Hein. Donc ça c'est intéressant, mais pas la plaquette de chocolat, 1 ou 2 carrés de chocolat, au moins 70%. Et le soir, on reste sur un repas végétalien. Donc là, on peut rajouter, si on a besoin, des protéines végétales, légumineuses, mais des légumes, toujours la même base. Donc légumes, légumineuses, et un petit peu de céréales, si besoin, un peu en alternance, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà un peu les grandes lignes qui se dessinent au niveau de la répartition dans la journée même. Alors, je pense que les auditeurs doivent mieux s'y retrouver là dans ce qu'on doit privilégier face à ces fameux défis actuels. Mais il y a un autre défi aussi dont on pourrait parler, c'est la prise des repas à l'extérieur ou dans les collectivités. Alors, comment faire justement ce dont tu as parlé pour les repas quand on les prend à l'extérieur? Alors là, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai eu donné un séminaire, un cours en entreprise par rapport à ça, et j'ai dû rajouter ce module en disant oui, mais là on mange à la cantine, j'ai mangé avec eux du reste à la cantine. Comment on fait? On va essayer d'éviter les desserts industriels. Ça, c'est la priorité numéro 1. Donc toutes les pâtisseries industrielles, éviter. Là, pour le coup, il vaut mieux prendre un fruit ou pas de dessert que les pâtisseries industrielles. Ensuite, on va favoriser plutôt les légumes que les féculents. Donc ça, c'est la deuxième règle. Et après, si on a le choix entre poisson et viande, on prend poisson plutôt que viande. Si c'est de la volaille, on prend volaille plutôt que viande rouge. Voilà comment on peut essayer de limiter. Donc, bien sûr, ce que je dis, c'est pas toujours envisageable 100% du temps. Faites de votre mieux, mais déjà, si vous enclenchez un certain nombre de repas, tous ceux que vous prenez chez vous, vous les faites le plus possible dans les règles de l'art, et que vous avez vos 4-5 repas par semaine à l'extérieur, eh bien, c'est déjà moins pénalisant que si on mange industriel midi, industriel le soir. Sachez aussi qu'il est important, quand vous mangez le midi, à l'extérieur, et je le vois régulièrement dans ma patientèle, c'est-à-dire éviter les sandwichs, parce que là, on est dans les produits qui ont des calories vides, c'est-à-dire qu'on a des produits hyper raffinés qui amènent rien, si ce n'est que des calories que le corps ne peut pas utiliser, et à part encrasser la machine, ça marche pas beaucoup. Donc mieux vaudrait amener quelques fruits, quelques noisettes, amandes, quelques fruits gras pour remplacer un sandwich. Si vous avez peu de temps, ça peut être une alternative. En tout cas, c'est ce que je fais quand je suis à l'extérieur et que j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour manger. Je m'assois un quart d'heure, j'essaie de manger en conscience pour être présent à ce que je fais,
Donc c'est aussi un conseil que je vous donne qui vaut pour tout un chacun, d'éviter de manger en faisant les textos ou en regardant la télé ou en parlant trop démesurément, être centré aussi sur soi. On fera d'autres webinaires sur le sujet, hein, sur l'alimentation en pleine conscience, mais je donne déjà quelques clés pratico-pratiques. Et à l'extérieur, on évite au maximum ce que je viens d'indiquer. Alors Alain, j'aurais une dernière question. Est-ce utile d'allonger le jeûne nocturne? On parle également de jeûne intermittent. Est-ce que c'est intéressant pour tout un chacun ou est-ce que c'est plus ciblé pour certaines personnes? Alors, j'en disais deux mots tout à l'heure, tu fais bien de revenir sur le sujet, Emmanuel. Oui, c'est intéressant pour tout un chacun. Il y a quelques exceptions chez les personnes qui sont diabétiques type 1. Et c'est vrai que là, pour le dosage d'insuline, c'est un peu compliqué. Donc, on va éviter de retirer le petit déjeuner, par exemple. Pour des personnes qui sont déjà extrêmement fatiguées, c'est peut-être pas le meilleur moment de le faire. Mais en dehors de ça, ça vaut le coup de laisser minimum 12 heures. C'est le minimum, on va voir qu'on n'est pas encore dans le jeûne intermittent, mais c'est une étape intermédiaire. Je ne le disais pas avant et je me suis rendu compte que si on met la barre trop haut, c'est pas le meilleur moyen de réussir. Donc laissez 12 heures, c'est-à-dire si vous sortez de table à 20 heures, il ne faudrait pas prendre le petit déjeuner avant 8 heures. Si vous sortez, alors, autrement, l'alternative, c'est d'avancer le dîner ou de retarder le petit déjeuner. Donc ça, c'est le minimum. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est commencer par une ou deux journées par semaine, puis essayer d'aller un petit peu plus loin après, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le jeûne interpandrial entre deux repas en prolongeant le jeûne nocturne. Donc soit on avance le dîner, qui peut devenir une collation à 17-18 heures à la place justement d'un dîner. Là, on peut mettre quelques fruits, quelques élagineux, pourquoi pas également quelques protéines végétales si besoin était, ou quelques végétaux. Hein. Donc ça peut être une alternative. Ou autrement, moi, ce que je fais, en tous les cas, je trouve que c'est beaucoup plus facile, et ça, il faut adapter son corps progressivement, c'est quelques journées par semaine, ne pas prendre de petit déjeuner, prévoir dans la phase d'entraînement, parce que vous verrez qu'une fois que vous avez passé 4-5 semaines, le corps est adapté, vous n'avez plus de baisse d'énergie, de concentration et de fonctionnement du cerveau. Donc moi, je fais ça 7 jours sur 7. Voilà, ce qui pour moi est presque anormal, c'est de prendre un petit déjeuner. Je le fais qu'exceptionnellement pour des raisons familiales ou de convivialité. Le corps, une fois qu'il est adapté, c'est bon. Mais dans la phase d'adaptation, dans ce cas-là, vous pouvez très bien ne pas prendre de petit déjeuner et amener avec vous une compote sans sucre ou une pomme ou une banane. Et si vous voyez que ça va vraiment pas, prendre ce fruit-là à ce moment-là. On peut boire, et il faut surtout boire dans la phase de jeûne séquentiel, c'est-à-dire la phase où on ne mange pas. On peut ponctuellement, ce qu'on ne fait pas sur des jeûnes plus longs, utiliser des tonifiants pour garder tonique et bien éveillé, tel qu'un café sans sucre, parce que là, on n'est plus en jeûne séquentiel, un thé vert ou un maté, par exemple, donc sans sucre, moi je prends du maté, et ça permet de garder du dynamisme. Oui, donc là, on a plein d'études qui nous montrent que à partir de 3 jours par semaine, on améliore l'état général, on évite de prendre du poids. Donc pour ceux qui veulent maintenir un poids de forme, c'est très intéressant, mais au moins 3 jours par semaine avec 16 heures de pause dans ce cas-là. Il y a plein d'études qui nous montrent que pour les gens qui ont des douleurs inflammatoires, le fait de pratiquer le jeûne séquentiel, on améliore l'état inflammatoire, etc., etc. Donc c'est un très bon complément du régime santé. Voilà en 2 mots ce qu'on peut dire. Alors, Alain, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'il y a eu un bel éclairage, un bel éclaircissement, on va dire, sur justement toutes ces questions qui nous paraissent à la fois évidentes et qui sont très compliquées. Alors, je te propose de passer aux questions. Mais avant, comme j'ai vu qu'il y avait également des questions, puisque tu as parlé tout à l'heure justement que tu avais fait une formation donc avec la collaboration de Bibouda, justement sur ce sujet. Donc c'est une formation dans laquelle tu reprends justement, que tu permets aux personnes qui suivraient cette formation de devenir autonomes, donc de comprendre. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre ce qui est nécessaire et ce qui est comme régime santé, parce que c'est ça qui est vraiment ton but, hein, c'est pas de faire un régime, mais c'est vraiment de trouver l'alimentation santé. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans rentrer trop dans les détails, mais pour qu'on sache un petit peu à quoi justement on peut s'attendre en faisant cette formation et comment on se rend autonome justement? Tout à fait. C'est un programme, comme tu le disais, qui parle de l'alimentation, mais pas que. Hein. C'est vraiment, j'ai appelé ça éducation à la santé. Ce qu'on aurait pu dire tout à l'heure, j'aurais pu commencer comme ça en disant qu'aujourd'hui, la santé n'est pas enseignée, ni à l'université, ni en diététique, et encore moins à l'école. Donc aujourd'hui, notre éducation, elle est faite par les croyances,
populaire, par les différents médias, par le marketing de l'alimentation, ce qui fait que, comme je disais en préalable, il y a beaucoup de désinformation plutôt que d'information. Donc ce programme, il se veut, c'est un nouveau programme hein, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui me suivent depuis longtemps. Jusqu'à présent, j'ai fait des programmes autour de l'aromathérapie dans les différents registres pour tous les âges, toutes les formules. Donc ça, c'est déjà depuis quelques temps. Maintenant, ça tourne sur Bibouda. Mais j'ai eu à cœur aussi de dire, reprenons les bases. L'aromathérapie va être extrêmement précieuse pour traiter les bobos du quotidien, pour traiter certains désagréments, soit en tant que professionnel de santé, soit en tant que particulier. Donc là, on a les deux registres. Mais le premier levier d'action pour entretenir sa santé, c'est l'alimentation. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui manque dans notre environnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de prendre le temps nécessaire hein, de bien travailler ce sujet avec tous les supports que vous pouvez trouver sous forme de diaporama, sous forme de fascicules et tout, d'un programme de santé. Donc, le programme santé, ça passe par l'alimentation. Donc, il y a tout un premier volet qui est le plus important, le plus volumineux, c'est sur l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre comme aliment. Donc là, tout ce qu'on a évoqué, je suis conscient que ça a été évoqué, c'était survolé. J'ai essayé de vous donner le plus possible, avec le plus de générosité possible, les clés importantes. Mais si vous voulez vraiment approfondir le sujet, eh bien, il y a tout un cursus avec un nombre de vidéos important pour comprendre étape par étape les mécanismes et bien comprendre l'alimentation pour entretenir votre flore intestinale, l'alimentation pour votre immunité. J'ai vu des questions qui tournaient autour de ça, donc là, je ne vais pas pouvoir répondre à chaque question parce que là, c'est plus une formation. Vous trouverez toutes ces informations. L'alimentation pour également booster pour également permettre au corps de pas s'encrasser. Donc tous ces leviers sont là. C'est toute l'hygiène alimentaire et c'est une formation interactive. Alors bien sûr, quand je dis interactif, c'est-à-dire que je réponds à vos questions pour ceux qui prennent le programme après, comme je le fais déjà pour l'aroma. J'ai répondu encore à 3 questions aujourd'hui en aroma. Vous voyez que régulièrement, j'ai des questions des auditeurs et j'ai à cœur de répondre et de vous suivre, de vous accompagner. Là, c'est mieux qu'un livre. Mais également, il y a toute la possibilité, c'est une pédagogie. C'est-à-dire que dans cette formation, je vous interroge. Et vous, comment vous fonctionnez? Donc, c'est vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez de revenir acteur de votre alimentation santé. Mais je parle également d'un deuxième pilier de santé dans l'éducation à la santé, c'est-à-dire toute la partie neuropsychique. Parce que manger bien, c'est indispensable pour être en bonne santé, mais si on s'intoxique avec des émotions négatives, comme la peur, comme la colère, on s'intoxique tout autant. Donc c'est aussi trouver des clés, et en médecine holistique, c'est-à-dire en médecine globale, on s'occupe également de l'alimentation, du psychisme, du mental, et donc ce qu'on appelle le pilier neuropsychique. Et je parle également du troisième pilier de la santé, qui est toute l'hygiène du mouvement. Donc, je vous donne quelques clés pour également entretenir votre santé, en passant par les clés respiratoires pour l'hygiène neuropsychique que j'ai oublié, et également toute l'hygiène du mouvement. Donc, on souffre également, et la sédentarité est extrêmement tueuse. C'est plus de 200 millions de personnes qui meurent chaque année. Je crois que c'est 280 millions selon les chiffres de l'OMS, si ma mémoire est fidèle, qui meurent à cause de la sédentarité. Donc, c'est ces 3 piliers qui sont développés sur un programme qui est vraiment très complet, avec tout un support diaporama. Donc, vous avez des diaporamas que vous pouvez télécharger, les revoir. Donc, avec ça, et des prêts, enfin, vous les verrez, il y aura le lien qui sera indiqué, très attractif. J'estime que c'est un incontournable, un super bon investissement, parce que votre capital santé, et je vais reprendre l'image qu'avait citée le Dalai Lama, qui m'a beaucoup plu, où il lui avait demandé qu'est-ce qui vous surprend le plus chez l'homme moderne. Il a répondu, ce qui me surprend le plus chez l'homme moderne, avec la sagesse qu'on lui connaît, c'est qu'il va dépenser beaucoup d'énergie dans son travail pour accumuler de l'argent, et finalement, quand il a accumulé de l'argent, il va dépenser tout son argent pour retrouver ce qu'il avait le plus précieux, la santé. Et à vivre sans penser qu'il va mourir, et il va mourir sans avoir vécu. Alors, je ne suis pas sûr que je vous dise pas ça littéralement, c'est de mémoire, mais dire que finalement, la première investissement qu'on devrait faire, le premier capital dans lequel on devrait investir, c'est son capital santé. Donc, c'est le programme que je vous propose. Investissez. Investissez, offrez ça peut-être aux aides qui vous sont chères. Vous pouvez investir pour vous, offrir ça comme cadeau de fin d'année. On s'approche des périodes de cadeaux. Donc, c'est également un moyen de faire un cadeau utile, durable et indispensable. Et comme je dis à mes patients, et je vais en terminer là, n'attendez pas d'avoir perdu la santé pour rendre compte que votre capital est essentiel. Et avec ce programme-là, vous aurez les clés d'être le plus autonome possible. Après, j'ai vu des questions, je ne vais pas pouvoir malheureusement y répondre, hein, mais vous comprendrez pour des raisons déontologiques et aux questions personnelles. Donc, on va éviter ces questions-là, Emmanuel. J'ai tel ou tel problème. Ça, c'est du domaine. Soit vous aurez les réponses à travers un programme santé, ou autrement, sachez que
ponctuellement, je peux, et j'ai des auditeurs qui le savent, prendre quelques consultations. Et comme vous êtes de toute la France et même bien loin, il y a des outils modernes qui s'appellent Skype, qui s'appellent FaceTime, ou différents modes audiovisuels, voire téléphone, pour pouvoir prendre ces cas qui sont un peu compliqués quand vous n'avez pas de thérapeute près de chez vous. Hein, favoriser les personnes locales. Donc, je reste en backup pour les personnes qui veulent me consulter, qui n'ont pas trouvé de solution pour des cas personnels. Voilà. Alors, je vous ai donc mis le lien hein, pour, si vous voulez avoir un peu plus encore de détails sur la formation, mais je pense que Alain, tu l'as très très bien expliqué. Et c'est vrai que c'est vraiment une très très belle formation puisqu'on a le plaisir de redevenir maître de sa santé. Ouais, ouais, ouais. Alors Alain, je te propose maintenant de prendre les questions. Tout à fait. Allons-y. Alors, une première question d'Yvette. Y a-t-il de l'arsenic dans le riz complet bio et peut-on en manger? Alors, Yvette, il y a de l'arsenic, mais après, c'est à dose mortelle. Enfin, l'arsenic est un poison à dose importante. Donc, le corps ne va pas, enfin, vous n'allez pas mourir parce que vous mangez du riz complet. Donc, après, il faut savoir qu'il y a des critères, les minéraux concentrent en fonction de là où pousse le riz. Donc, il y a des choix qui sont plus pertinents que d'autres. Comme par exemple, quand on prend la noix de macadamia, on dit qu'elle est riche en sélénium parce qu'elle vient du Brésil, la noix du Brésil, on l'appelle, hein, c'est des sols qui poussent. Donc oui, mais rassurez-vous, quand même les instances qui distribuent, je pense aux marques sérieuses dans le domaine de la bio, eh bien, vont veiller à ce que les doses soient infinitésimales. Dans le meilleur des cas, vous allez solliciter votre système de détoxication. Et ce sera bien moins dangereux de prendre du riz complet dans lequel vous aurez des fibres qui sont bonnes pour votre intestin, dans lequel vous aurez des minéraux. Il faut savoir qu'on retire les fibres, on retire les minéraux. Il y a 3 fois moins de calcium, magnésium dans du pain blanc que dans du pain complet. Donc je peux dire la même chose par rapport au riz. Donc le bénéfice santé est bien plus important que les traces de quelques arsenic qu'on retrouve dans ce riz-là. Donc restez sur le riz complet. Si je peux aller un petit peu plus loin, même dans les conseils nutritionnels pour Yvette et pour chacun et chacune qui m'écoutait, le riz basmati, c'est-à-dire le riz indien, complet ou semi-complet, celui qui a l'index glycémique le plus bas. Donc si vous ne voulez pas faire de gras, si vous ne voulez pas stocker, transformer le gras en graisse, parce que le vrai problème du poids, c'est pas le gras qu'on mange, c'est le sucre qui est transformé en gras. Prenez du riz basmati en alternance avec d'autres formes de riz si vous voulez, mais c'est une bonne formule. Alors Evelyne se pose une question. Est-ce qu'un organisme toujours habitué au bio peut très mal réagir si obligation de manger industriel quelque temps ou pendant une certaine période? Alors, c'est une bonne question, Evelyne. Je vous remercie de l'avoir posée, cette question. Les personnes ont tendance à croire que parce qu'on mange sainement ou le plus sainement possible, c'est-à-dire beaucoup de végétaux, je reviens sur ce qu'on a vu ce soir, avec le moins de produits chimiques possible, que quand on va faire un écart, on va être plus malade que les autres. La réalité, c'est pas ça, c'est qu'on va avoir un corps qui fonctionne mieux, donc il sera en meilleure capacité que quelqu'un qui s'intoxique au quotidien. Et en réalité, comme je le disais en introduction à ce webinaire, la maladie commence par l'assiette. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit rien en termes de maladie, qu'à un moment donné, on va se retrouver. Par contre, je dis, il vaut mieux avoir des petits signaux qui nous alertent plutôt que d'un seul coup, il se passe rien, parce qu'on a le système d'alerte, on l'a étouffé. Le système est intelligent. Notre corps nous dit à un moment donné, pensez à la première cigarette, pour ceux qui ont déjà fumé, dont je fais partie il y a longtemps. La première cigarette, elle donne toujours envie de vomir. La deuxième, encore un peu. Et puis, au bout de 4-5, finalement, il se passe plus rien. Le corps s'est adapté. On dit, bon, voilà. C'est pas qu'il s'est adapté, c'est qu'il a envoyé des signaux, on n'a pas tenu compte des signaux, et le corps va pas dépenser d'énergie, ça coûte de l'énergie d'envoyer des signaux, des informations, donc le corps va pas dépenser d'énergie s'il n'y a pas de retour sur ces signalisations-là. Eh bien, quand on mange naturel, le plus naturel possible, Evelyne, sachez que le corps devient plus sensible, et le commun des mortels confond sensibilité et vulnérabilité. On n'est pas plus vulnérable, on n'est pas plus fragile, mais on réagit plus vite. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on se réapproprie ce qu'Hippocrate appelait le médecin intérieur ou l'intelligence du corps. Donc, le corps vous donne des meilleurs signaux. Et je parle de ça, mais c'est exactement ce qui se passe quand on fait une pause alimentaire de quelques jours, donc qui est le jeûne. Eh bien, les personnes qui ont fait des jeûnes, centaines de personnes que j'ai accompagnées et dans les cures ou dans ma patientèle, me disent, ben voilà, maintenant, quand je mange tel ou tel aliment, avant ça me faisait rien, maintenant ça me dérange, ou je suis plus sécurisé rapidement. Donc c'est un bon signal. Donc c'est pas un problème, ça doit pas être un frein de manger sainement
par rapport à la vulnérabilité. Ça vous améliorera votre sensibilité et ce sera une meilleure façon d'épargner et de protéger votre santé, Evelyne. Donc, pas de problème. Au contraire. Alors, Claudine, à quoi sert de manger des légumes ou des fruits aux calories vides? Bah, les fruits et les légumes, c'est pas des fruits et des légumes à calories vides, c'est juste l'inverse. On parle pas de la même chose, Claudine. Donc, ce qu'on appelle en nutrition des calories vides, c'est l'alimentation hyper raffinée, la fast-food, hein, par exemple, qui est l'illustration, les produits hyper transformés, les plats cuisinés, pizza et autres. Hein. Eh bien là, il y a plein d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gras, mais il n'y a pas les micronutriments qui permettent au corps d'utiliser cette énergie. Micronutriments, justement, c'est les vitamines, les minéraux qu'on va retrouver justement dans le monde végétal. Donc, c'est exactement l'inverse. À moins que vous parliez de fruits qui ont traîné trop longtemps dans les étals ou de légumes qui ont été stockés de façon importante dans les frigos, parce que souvent, le maillon faible, c'est même pas les commerçants, c'est souvent le consommateur qui, lui, ou la consommatrice qui garde ça trop longtemps dans son frigo. Donc, avoir des alimentations et des rotations assez rapides. Voilà. Donc, si vous consommez vos végétaux qui ont été stockés trop longtemps, vous aurez quand même des fibres, vous aurez quand même, voilà, vous allez perdre un peu en micronutriments, un peu moins de vitamines, un peu moins de minéraux, et surtout plus d'enzymes. Mais je préfère ça à des aliments industriels hyper raffinés. Alors, je suis pas sûr. Donc, si vous voulez nous remettre un petit mot, ce que vous entendiez par des légumes aux calories vides, mais Claudine, voilà. En tous les cas, ce que je peux vous dire sur le sujet. Alors, Dom, est-ce que l'eau filtrée est bonne à consommer ou est-ce que cela enlève au maximum les métaux lourds et autres? Alors, Dom, par rapport à l'eau, il faut savoir qu'il y a deux solutions. Soit vous avez une source près de chez vous qui a été analysée, on sait qu'il n'y a pas de polluants, pas de métaux lourds, etc. C'est l'idéal. Nous, on a la chance d'avoir ça quand on va faire des jeûnes au Pays Basque. C'est notre fief où on amène nos clients là-bas parce que l'environnement est vraiment sympa. Les restaurants aussi, mais ça, c'est plus tard, pas en même temps. Et donc là, quand on a des sources, c'est parfait. Sauf que tout le monde n'a pas une source chez soi. Et là où j'habite, moi, dans le sud-ouest, j'ai pas de source. Donc, j'ai fait le choix d'avoir un système de filtration, d'hyperfiltration à osmose inverse. Et l'objectif, c'est pas d'avoir des minéraux dans l'eau. Il faut savoir que les minéraux de l'eau ne sont pas utilisables par le corps. Il y a eu un prix Nobel de physique en 1901 qui a été délivré à un physicien de nom russe, dont j'ai oublié le nom, enfin je vous prononcerai mal, donc vous regardez ça sur Internet, qui a montré que l'être humain était hétérotrophe, c'est-à-dire pour pouvoir assimiler les minéraux, il doit passer par un intermédiaire qui s'appelle le monde végétal. Donc on se reminéralise avec les légumes, on se reminéralise avec les légumes de la mer, les algues, avec les légumes secs, etc. Donc notre base minérale, elle est là. Par contre, les minéraux qui sont dans l'eau sont inutilisables ou quasiment par le corps. Vous allez me dire, si je prends de l'épar, ça joue un peu sur le transit. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a du magnésium que le corps ne peut pas assimiler, qu'il élimine rapidement, et donc vous prendriez un sel de magnésium ou du sel de Ngari, ça ferait pareil. Par contre, les eaux minérales sont intéressantes pour faire comment ça s'appelle, une cure thermale. Donc, si vous voulez bénéficier, c'est plus les minéraux, dans ce cas, c'est les oligoéléments, c'est-à-dire les minéraux sous forme vivante, sous forme ionique, qui sont intéressants. Si vous faites une cure à Vichy, à Vitel, à Contrex, à Evian, je ne vais pas vous faire tout le tour de France parce qu'on est très riche dans les eaux minérales, mais ça, on ne fait pas ça toute l'année. Donc, ce qu'on cherche, c'est une eau peu minéralisée, justement, pour qu'elle ait des propriétés solvantes maximales. Moins il y a de minéraux, plus elle dissout nos déchets. Donc, c'est pour ça qu'on favorise l'eau en dehors des repas. Et quoi comme question, comme filtration, Dom? Eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser, vous me demandiez par rapport aux métaux lourds, si on prend des filtrations avec des sels tels que Brita et autres, enfin, je ne vais pas trop parler de marque, mais c'est pas l'idéal, c'est mieux que rien, mais c'est pas l'idéal. Il vaut mieux déjà des filtres à charbon, des filtres à céramique, et on additionne les deux, c'est déjà un bon début. Mais si on veut un système le plus performant possible, je rappelle, vous tapez ça sur Internet, vous trouverez osmose inverse, parce que là, on a une membrane semi-perméable qui filtre au micron, donc à quelques microns, et là, les métaux lourds sont éliminés, les polluants sont éliminés, les nanoparticules, les résidus de médicaments sont éliminés, et c'est d'autant plus important si vous habitez en milieu citadin et que l'eau de la ville, c'est pas une eau de source qui vient de la montagne ou de source, c'est une eau qui est le recyclage de l'eau de rivière ou de fleuve. Il faut savoir que le recyclage, les contraintes des traitements des eaux, c'est d'éliminer les bactéries, donc les sources d'infection possibles et les virus, bien sûr, mais il n'y a pas de contrainte, autrement ça coûterait très cher, de enlever
les nanoparticules, les résidus de médicaments à cause des os qu'on trouve dans les os. Donc là, l'osmose inverse reste le système le plus performant. Autrement, alternative céramique et autres. Voilà ce qu'on peut dire pour Dom. Alors, Janine pose la question, comment contrôler un appétit constant? J'ai pas entendu comment contrôler. Un appétit constant. Donc, je pense quelqu'un qui a tout le temps. Ah, quelqu'un qui a faim tout le temps. Oui. Je vois pas la question. Ah oui, comment contrôler? Janine. Ça veut dire qu'on a faim. Bah déjà, je vous invite, Janine, à investir quelques dizaines d'euros pour le programme que je mets en ligne. Je fais un petit peu de teasing, mais pourquoi? Parce que justement, c'est une très bonne question. Il y a une capsule qui est pourquoi mange-t-on? Et je vous interroge sur quelle différence entre la faim physiologique et la faim émotionnelle, comment reconnaître les deux. Et vous verrez que si vous suivez ce programme, vous verrez qu'on mange aussi pour plein de raisons émotionnelles. Et quand on a faim tout le temps, c'est pas la faim physique, c'est la faim émotionnelle. Donc je vous propose des solutions pour régler les émotions au niveau émotionnel, avec des outils comme la respiration, comme Tipeee et autres, plutôt que de combler les émotions avec comment dirais-je, les aliments. Physiologiquement, on est adapté pour manger maximum toutes les 6 heures. Donc c'est pour ça que sur une journée de 12 heures, sur une journée de 14-16 heures où on est veillé, on peut faire 2 repas, une collation, ça suffit largement. Hein. Et Walter Longo, qui est, comme je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, étudie justement comment on vieillit, quels sont les marqueurs du vieillissement. Il explique que finalement, manger sur 12 heures ralentit l'effet du vieillissement, manger moins ralentit l'effet du vieillissement, d'où l'intérêt du jeûne séquentiel ou de faire des petites pauses de quelques jours dans l'année, ce qui est même encore mieux, parce que là, on va éliminer davantage les sources de pollution environnementaux, alimentaires et le stress. Voilà, ce sont des solutions. Mais Janine, vraiment, regardez cette capsule, vous verrez, vous trouverez votre solution sur, je ne peux pas développer ça, hein, ça prendrait trop de temps, mais vous avez vraiment les solutions pour réguler l'appétit. Et autre clé quand même, pour ne pas vous laisser sur votre faim sans mauvais jeu de mots, pensez à boire quand vous avez faim, vous verrez que ça marche 2 fois sur 3, ou ça fait passer la faim, parce que votre corps, vous lui envoyez un signal, et il avait peut-être soif et non pas faim. Voilà, Janine, ce qu'on peut dire déjà sur le sujet. Alors, ça répond également à la question de Laura qui demandait des informations pour les personnes boulimiques. Donc, du coup, tu as répondu. Oui, alors je vais compléter avec Laura en disant qu'une alimentation dominante végétale fait qu'en augmentant les fibres, on a un effet satiétogène. C'est-à-dire on se sent mieux rempli. Il faut savoir que, par exemple, si je prends 300-400 grammes de pois chiches, ce qui ferait beaucoup, hein, je ne conseille pas forcément de manger ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup de fibres, mais il y a tellement de fibres qu'on va avoir peu de calories. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que sur 300 grammes, on est à moins de 500 calories, 400 calories à peu près, donc ça fait pas beaucoup, hein, sachant qu'on a à peu près une consommation journalière de 1800 à 2002 en moyenne. Hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas beaucoup. Par contre, il y a un tel volume de fibres qu'on va se sentir rempli, on va avoir une notion de satiété et ça permet de lutter contre la boulimie. Et comme tu disais, Emmanuel, hein, voilà, il y a en tout cas, j'ai régulièrement des patients qui viennent en consultation par rapport à ça. Donc, il y a toute une rééducation à faire avec des techniques respiratoires, avec une bonne hydratation, une augmentation des fibres. Tout ça, bien sûr, vous allez le trouver dans le programme d'éducation à la santé. Donc, si c'est pas le cas, enfin, profitez hein, là, des conditions que vous offre Bibouda. Là, c'est pas moi qui suis acteur, c'est eux qui font les tarifs et qui font les promotions. Donc, je sais que là, il y a un très, très beau cadeau qui vous a offert de remise pour le lancement de ce nouveau programme. Donc, vous aurez déjà plein de clés pratiques. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si le programme n'est pas suffisant, qu'il faut faire du sur-mesure, bah après, voilà, ça se fait en consultation. Mais je vous assure déjà que le programme, vous allez régler beaucoup de problèmes et avoir beaucoup de réponses à vos nombreuses questions. Alors, Brigitte, une question à propos des protéines végétales. Jusqu'à présent, il était préconisé céréales et légumineuses au cours du même repas depuis quelque temps. On parle de l'équilibre sur une journée. Qu'en est-il? Oui, alors, il y a les vieilles théories que j'ai appris aussi en tant que naturopathe il y a 3 décennies, où il fallait impérativement associer légumineuses, 1/3, 2/3 céréales. Aujourd'hui, on sait que c'est plus forcément justifié. Vous avez raison. En répartissant, s'il y a un peu de céréales et un peu de légumineuses dans la journée, ça va marcher. Mais on sait aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de passer par les céréales. On peut passer aussi par les oléagineux. Donc, on n'a pas les mêmes compositions. Le corps est intelligent. Il est capable d'utiliser l'actine à un moment donné, la tryptophane, il va se débrouiller. Retenez plutôt parce que c'est plus simple à retenir et c'est surtout plus efficace. Alimentation à dominante végétale, constituée d'aliments variés,
avec une partie également vivante, donc c'est ce qu'on appelait les graines germées, les légumes crus, etc. Donc ça me paraît plus pertinent. Et j'en profite pour répondre à Gilles, qui est dans la même logique, je ne sais pas si tu as vu la question Emmanuel, qui demande 50 grammes de protéines par jour ou par repas. C'est par jour maximum, et c'est 0,7 grammes, Gilles, de protéines par kilo corporel, donc ça dépend de votre poids. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, peut-être vous n'étiez pas là au début du webinaire, c'est qu'on ne peut pas assimiler plus de 30 grammes de protéines en une fois. Donc 30 grammes de protéines, ça fait à peu près l'équivalent de 200 grammes de pois chiches, ça fait à peu près l'équivalent de 2 œufs, si on raisonne en protéines animales, ça fait à peu près l'équivalent de 120 grammes de poulet. Au-delà, le corps ne peut pas les absorber. Donc, il vaut mieux prendre 30 grammes le midi, plutôt animal si vous mangez de l'animal, ou déjà directement du végétal, ça marche aussi bien, et reprendre un peu de protéines végétales le soir, c'est-à-dire légumineuses, et également les oléagineux, pourquoi pas un petit peu de céréales à ce moment-là, en 2 prises, ce sera plus bénéfique. Ou autrement, un peu de protéines le matin, et un peu de protéines le midi, animal, végétal. En végétal, on est un peu plus limité le matin, hein, au niveau des possibilités. Alors, c'est pas qu'on est limité, mais c'est au niveau gustatif. Prendre des lentilles le matin, c'est pas trop dans notre culture. Yaourt soja, pourquoi pas, si on met pas de sucre, parce que, rappelez-vous, on évite le sucre le matin, mais c'est 30 grammes par repas, et en moyenne, 0,7 grammes par kilo corporel total pour la journée. Alors, il y a Charlotte qui demande, que pensez-vous de l'alimentation crue et des jus de légumes? C'est qui la question? J'ai pas entendu le prénom, pardon. Shirley. Comment tu dis? Shirley. J'entends pas. Bon, c'est pas grave. Laurent. Bon, ok, bon, je réponds à la question. Non, je suis désolé, j'ai eu un problème d'audition à ce moment-là, le son n'était pas bon. Ce que je pense, c'est que du bien. Là, j'aime bien aussi rappeler ça, c'est ce que je donne, vous verrez dans la vidéo sur le programme, enfin sur le programme d'éducation à la santé. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir d'une alimentation santé, c'est la règle des 3 V. V comme végétal, augmenter de végétal, donc c'est-à-dire diminuer l'animal. V comme varié, et le 3e V, c'est vivant. Donc là, ce dont vous parlez sont des aliments vivants. Donc on a besoin d'aliments vivants, et le vivant parle au vivant. Donc, le vivant, on va l'obtenir avec les graines germées, avec les crudités. Mais si on met trop de crudités, il faut savoir que les fibres crues, à un moment donné, peuvent irriter l'intestin, ce qui est moins vrai avec les fibres cuites qu'on va retrouver dans les légumes ou les légumineuses qu'on a fait tremper la veille, par exemple. La nuit, c'est mieux. Hein, lentilles, pois chiches, on a une meilleure digestibilité de ces fibres-là. Donc, une autre alternative, c'est en effet d'utiliser les jus de légumes qui permettent, autant les jus de légumes sont intéressants pour la santé, autant les jus de fruits ne le sont pas. Je le précise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre un petit peu de fruits dans un jus de légumes pour améliorer le goût, mais ne prenez pas des jus de fruits, même maison, vous allez augmenter la disponibilité du sucre et les fruits se mangent au couteau. Par contre, les légumes, eh bien, si je voulais amener beaucoup de bêta-carotène et que la quantité dont j'ai besoin, ce serait 500 grammes de carottes, 500 grammes de carottes râpées, je vous défie de le faire sans avoir des ballonnements, des gaz et mal au ventre. Par contre, 500 grammes de carottes, vous mettez dans un extracteur de jus, ça vous fait un grand verre de jus de carotte, et là, que vous buvez lentement, que vous gardez en bouche, parce qu'une bonne partie des enzymes sont absorbées par la muqueuse buccale, à ce moment-là, oui, c'est intéressant, parce que vous augmentez la densité micronutritionnelle. Donc, je pense beaucoup de cru. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a des vidéos, il y a des programmes qui tournent autour de manger tout cru. Tout le monde n'est pas adapté pour manger que du cru. Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai essayé plein de choses et je parle en connaissance de cause. Et j'ai fait 3 mois de cru, que du cru. Ben, au bout de 3 mois, j'étais obligé d'arrêter parce que mes intestins n'en pouvaient plus. Parce qu'il y avait trop de fibres, parce que ça irritait l'intestin. Donc l'idée, c'est d'augmenter le cru. Et par rapport à la ration qu'on mange, on estime qu'on mange même pas 10% de cru. 10% de cru, c'est pas beaucoup dans les crudités, les fruits, ça compte aussi dedans. Hein. Et donc, augmenter le régime de cru. Et si vous l'augmentez davantage, vous passez par les jus, qui est une très bonne alternative. Plutôt plutôt en début de repas ou même un petit peu avant, les garder bien en bouche. Et ça, c'est un très bon moyen pour amener des micronutriments. Donc, j'en pense que du bien. Alors là, il y a deux remarques. Celle de Claire, même en bio, les aliments actuels sont carencés en nutriments en raison de l'appauvrissement des sols, d'où la nécessité de prendre des compléments alimentaires. Eh bien, moi, j'ai une autre alternative. C'était qui le prénom, pardon? Claire. Claire. Oui, les compléments alimentaires, on utilise les compléments alimentaires quand il y a carence. Donc ça, là, il faut voir ça avec un spécialiste. Faire de l'automédication à ce niveau-là, vous allez voir que tout est bon selon les allégations des laboratoires en complément nutritionnel. Il faut du calcium, il faut du zinc, il faut du fer, mais là, laissez les spécialistes faire, autrement vous allez
prendre trop de choses et pas forcément au bon moment et pas forcément au bon dosage. Donc là, c'est plutôt du domaine de la consultation. Ce qui est du domaine du particulier, et j'en parle encore dans le programme, c'est comment augmenter la densité micronutritionnelle à travers des aliments que je baptise des super aliments. Alors, je pense avoir inventé ce terme, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul. On a eu tous, enfin beaucoup, nous sommes nombreux à avoir la même idée, puisqu'on retrouve ça sur des livres. En tout cas, je l'ai évoqué tout ce sujet-là dans mon livre sur le jeûne. Il y a l'après-jeûne, et justement, comme on jeûne, on a nettoyé, on peut penser qu'on a consommé aussi des micronutriments sans en amener, eh bien, on va faire ce qu'on appelle en naturopathie une cure de revitalisation. Eh bien, comment on fait pour se revitaliser? On n'est pas obligé de prendre des compléments de calcium, de fer, de magnésium, des probiotiques et autres. On peut utiliser des super aliments qui ont une forte densité micronutritionnelle. J'en ai cité un tout à l'heure, ce sont les graines germées. Il y a une très grande concentration. J'en ai cité un deuxième également tout à l'heure, ce sont les algues, sous forme de tartare d'algues, par exemple. Et puis après, on a des compléments qui sont fabriqués par la nature et dans des laboratoires qualitatifs qui les dénaturent le moins possible. C'est par exemple je pense à la clamate, je pense à la spiruline, ce ne sont pas des compléments, c'est ce que fabrique la nature, donc ce sont des aliments, mais avec des très fortes concentrations de micronutriments. Donc c'est un moyen pour pallier, clair, et vous avez raison de le souligner qu'aujourd'hui les sols sont appauvris, même en mangeant du végétaux, en une alimentation dominante végétale, on peut se retrouver quand même avec des carences ponctuellement, donc augmenter les super aliments, c'est aussi un moyen de pallier justement à cette pauvreté ou cette paupérisation des micronutriments du sol. Mais après, voilà, quand on prend des circuits courts, qu'on prend des produits de saison, déjà, on a une meilleure densité micronutritionnelle. C'est aussi une clé importante. Hein. Alors, Claire pose une question sur les infusions de plantes ou l'eau dans laquelle on rajoute un hydrolat. Est-ce que ça hydrate? Est-ce que c'est... Alors, infusion, ça ne remplace pas l'eau. Quand je prends une infusion, l'infusion, c'est fait pour bénéficier des propriétés thérapeutiques de la plante. Si je veux avoir un meilleur sommeil, ben, je prends une petite infusion de tilleul le soir. Si je veux, en période de printemps, aider mon foie à mieux détoxiquer, je prends une infusion de romarin, etc. Mais ça ne remplace pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a les sels minéraux des plantes avec les principes actifs qui sont utilisés pour une visée thérapeutique. Donc, les infusions, bien sûr, c'est super. En tant que phytothérapeute, je ne peux que vous encourager à boire une infusion ou deux maximum par jour, mais en plus, pas la place de l'eau. L'hydrolat, je n'utilise pas dans l'eau dans la mesure du possible. Je vais essayer de garder l'eau la plus pure possible. Il m'arrive de conseiller aux personnes qui ne boivent pas suffisamment d'eau et qui ont une aversion pour l'eau, hein, c'est l'hydro, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une forme de manie de l'eau, de mettre éventuellement à aromatiser un petit peu l'hydrolat. L'hydrolat a l'avantage par rapport à la plante de ne pas avoir de sels minéraux, donc quelques gouttes d'hydrolat, de verveine, de menthe ou autre, ça peut être une alternative pour reprendre goût à l'eau. Hein. Comme on mettrait une goutte ou deux de citron, mais ce n'est pas un jus de citron. Mais l'idéal, c'est de rester sur l'eau pure dans la mesure du possible. Alors, il y a Peggy qui dit, tout à l'heure, tu as parlé justement pour les citadins d'avoir malgré tout des légumes qui sont pleins de minéraux. Chez nous, il y a la ruche qui dit oui. Oui, mais c'est ça, j'en ai parlé après. Bon, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les AMAP, les ruches. Donc, il y a des solutions partout, y compris pour les citadins. Tout à fait. Merci de nous le rappeler. Alors, Maria, la diététicienne, me conseille de manger des œufs Columbus, un par jour. Il serait bon pour la santé. Qu'en pensez-vous? Alors, les œufs de poule, ça marche très bien. Je ne sais pas, les œufs Columbus, il faudra peut-être préciser ce que c'est. En tous les cas, il y a plein. Alors, je ne vais pas répondre spécifiquement par rapport aux œufs Columbus, j'en conseille pas et je n'en consomme pas. Donc, il faudrait peut-être que vous nous précisiez ce que c'est. Pardonnez-moi ma méconnaissance du sujet, mais je vais répondre de façon un petit peu plus générique. C'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'effets de mode. Donc, certains mettent en avant les propriétés du noni, d'autres des baies de goji, d'autres, etc. Ce que je peux vous assurer, c'est que si on prend des produits locaux, déjà au niveau écologique, au niveau économique, c'est plus cohérent. En variant son alimentation, c'est la base. Donc voilà, après, on peut avoir certains produits, mais qu'on va utiliser ponctuellement pour un besoin spécifique. Alors, François se pose la question, pourquoi mes intestins ne tolèrent pas les topinambours alors qu'ils sont réputés pour nourrir le microbiote? Parce qu'il y a beaucoup de fibres et que ça se réduit progressivement. Donc là, il y a certainement, là, c'est plutôt du domaine de la consultation, voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. En tous les cas, le conseil que je peux vous donner, c'est d'intégrer les aliments fortement dosés. Le problème du topinambour, c'est qu'il y a beaucoup de fibres et qui fermentent. Donc c'est sûr que c'est pas forcément l'aliment, mais il n'y a pas que les topinambours. Le chou, c'est super. Tout est bon. Retenez, s'il y a vraiment une chose à retenir de cette soirée,
alimentation à dominante végétale variée. Ne vous focalisez pas sur tel ou tel aliment. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme composés alimentaires. Vous pouvez regarder sur des tableaux internet et tout. Vous n'allez pas doser et à chaque fois calculer. Même moi qui suis spécialiste, je ne le fais pas. Par contre, ce que je sais, c'est en variant mon alimentation, en prenant des produits de saison, eh bien, le corps est capable de stocker pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le fer, le calcium, le magnésium. Donc, si moi, je prends la précaution de varier mon alimentation, à ce moment-là, le corps prend ce qu'il a besoin, ce qui en plus, il le stocke en micronutriments, minéraux en particulier, vitamines, d'autres vitamines sont fabriquées, et lui, ce qui est important, c'est qu'au moment où il en a besoin pour faire ce qu'on appelle les cascades enzymatiques, donc les réactions biochimiques au niveau cellulaire, qu'il puisse avoir ce dont il a besoin, qu'il n'y ait pas de facteur limitant pour la détoxication, pour la fabrication des nouvelles molécules. Donc ça, c'est important. Donc ne vous focalisez pas sur uniquement... Il y a le chouquel aussi, on pourrait parler du chouquel. Tiens, je discutais avec un producteur qui me disait, avant, c'était le cousin du chou qu'on utilisait pour les animaux. Aujourd'hui, il y a une étude américaine, enfin aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, qui a montré que le chouquel avait des propriétés anti-cancer, etc. Il y a beaucoup, alors c'est pas faux, hein, je dis pas que c'est faux, mais derrière, il y a aussi beaucoup de marketing, beaucoup de gens qui veulent faire couler de l'encre à travers certains aliments quand ils n'ont pas des intérêts dans tel autre. Donc prenez du chouquel, mais prenez aussi du chou brocoli, prenez du chou romané, romane, pardon, etc., etc. Donc variez votre alimentation. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple, ça évite de se prendre la tête et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur de la sorte. Peut-être encore une ou deux questions, si tu veux, Emmanuel. Oui. Avant de clôturer et de conclure. Oui, alors j'avais juste pour François, justement, qui disait que dans un jus, la tolérance est bien meilleure par rapport au topinambour. Mais bien sûr, parce que topinambour ou autre, même c'est valable pour les choux, parce que justement, la butte du jus, alors du jus fait à l'extracteur, l'objectif c'est d'éviter de surconsommer les fibres qui posent problème dans le topinambour, mais je pourrais dire la même chose pour le navet, pour le poireau, etc. Donc c'est l'excès de fibres qui pose problème. Donc pas assez de fibres, c'est pas bon. Les fibres en effet prébiotiques, c'est-à-dire qui sont des nourritures pour les bactéries intestinales, qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc ça, c'est incontestable, mais il faut modifier l'alimentation de façon progressive. Et après, s'il y a un déséquilibre au départ, eh bien, c'est pas là, par contre, il y aura besoin de conseils personnalisés. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, il faut faire du sur-mesure par rapport à ça. J'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, c'était même le dernier sur l'intestin. Peut-être reprenez en replay ce webinaire et regardez, utilisez déjà, assainir l'intestin avec quelques huiles essentielles adaptées, et puis après, réintroduire les fibres progressivement. Et en effet, le jus est une très bonne alternative qui permet de garder les micronutriments sans irriter l'intestin et sans avoir des effets de flatulence. Mais à condition que ce soit fait à l'extracteur et qu'il soit consommé minutes ou en tous les cas dans les heures qui suivent, les jus se dégradent, il n'y a plus les protections des fibres et donc va être agressé par les UV, par la chaleur et par l'oxygène. Donc la durée de consommation est très limitée, même si vous lisez des études qui disent que vous pouvez le faire du jour pour le lendemain, vous aurez une bonne partie des micronutriments qui ont disparu, donc au maximum la demi-journée. Alors, il y a la question de Laurent. Quelle distinction feriez-vous entre protéines et aliments protéiques ? Il n'y a pas de distinction. Protéines, c'est une famille alimentaire, et aliment protéique, c'est un aliment qui contient des protéines. Mais des protéines, il y en a partout, Laurent. Donc, le fruit est un aliment protéique, sauf qu'il n'y en a que 4%, alors que dans les amandes, il y en a plus de 10%. Que dans le soja, il y en a 40%, et que dans la viande, il y en a 25%, par exemple. Donc, tous les aliments sont pourvoyeurs, mais on va plutôt dire, quand on parle d'aliments protéiques, c'est ceux qui ont une concentration plus importante de protéines. Alors, François se pose en vieillissant. Non, c'est pas celle-là. Michel, qu'en est-il pour les potages ? Alors, il y a aussi toujours la question potage mixé ou potage non mixé. Est-ce qu'il y aurait une... Ah, j'ai vu Françoise je pense qu'il a répondu aux œufs. Là, je vais lui répondre après pour Françoise. Les potages mixés, pas mixés, gardez de la mâche. C'est important pour, comme tu le disais, je donne des cours au chirurgien dentiste. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais dans un séminaire à La Rochelle et je salue les Rochelais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et comment dirais-je ? Et donc oui, c'est important d'avoir des aliments où on va mastiquer pour entretenir la santé bucco-dentaire, tous les parodontes. Et donc c'est vrai que quand on peut avoir des aliments où il y a de la mâche, c'est mieux. Donc on garde les potages passés au mixeur ou autre quand on a des problèmes de dentition, les aliments qui sont passés au blender, mais c'est plus agréable et on va nourrir plus le plaisir de la bouche.
verrez, je reparle un petit peu de ce programme, j'en profite puisqu'il est tout nouveau, hein, c'est pour ça que je me permets d'y revenir. J'ai tout un chapitre sur les différentes fins, la fin du nez, la fin de la bouche, la fin de l'estomac, etc. La fin de la bouche se nourrit de la mastication. Donc Françoise me dit que c'est des œufs enrichis en oméga 3. Donc, alors les œufs, moi je connaissais la filière bleu blanc cœur par rapport aux œufs dont on parlait tout à l'heure. Donc les œufs ne sont pas enrichis en oméga 3, les œufs sont le résultat de ce que mange la poule. Donc ça me fait dire que les œufs est une alimentation santé, mais si la poule picore, si la poule est complémentée avec du blé, idéalement avec du lin plutôt que du maïs, on aura des œufs équilibrés au niveau des acides gras. Par contre, si elle mange beaucoup de maïs, et ça n'empêche pas qu'elle peut être en filière bio, si c'est du maïs bio, ce sera moins intéressant au niveau de la répartition des acides oméga 3. Donc l'idéal, c'est de savoir comment sont nourries les poules qui ont fait les œufs, et dans ce cas-là, je viens de répondre à la question de Françoise. Allez, une petite dernière pour la route, parce qu'il est bientôt 22 heures, et on va conclure. Question pour les petits déjeuners, alors que ce soit pour les enfants ou que ce soit... donc, il y aurait 2 questions pour les petits déjeuners. Donc, un pour les enfants et un autre, est-ce que prendre de l'huile d'olive, une cuillerée d'huile d'olive le matin au petit déjeuner, est-ce que ça a son intérêt? Oui, le gras, c'est bien le matin. Donc, il y a tous les petits déjeuners. Il y a eu des, entre guillemets, des modes, mais qui sont des bonnes modes. Le petit déjeuner Kousmine, le petit déjeuner Budwig, donc qui travaillait avec des bases, c'est une bonne base, avec des bases de fruits, mais pas amener trop de sucre à ce moment-là. Du raisin petit déjeuner serait pas une bonne idée. Peut-être une pomme, avec des oléagineux, des noix. Alors, la différence, c'est qu'ils travaillent avec des farines pour amener de la vitamine B, mais les farines crues, donc on est obligé de mettre du citron. Moi, j'évite. Par contre, le gras au petit déjeuner, c'est bien. Donc, sous forme d'huile ou sous forme d'oléagineux, vous n'êtes pas obligé de prendre l'olive sous forme d'huile. Hein. Ça peut être sous forme, moi, je préfère prendre du pain complet avec des purées d'amandes, purées de noisettes. Donc, c'est une autre façon d'ajouter des sucres complexes et le gras. Ou autre alternative, j'avais répondu déjà tout à l'heure, hein, c'est de mettre des protéines au petit déjeuner, œufs, faisselles de brebis, faisselles de chèvre, à condition de ne pas surconsommer des produits laitiers, ou produits, ou comment dirais-je, yaourts végétaux, à condition qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dedans. Et pour les enfants, c'est pareil, on peut rester sur les mêmes bases, sachant qu'on peut avoir un petit peu plus de tolérance pour le sucre, non pas parce qu'ils ont plus besoin de sucre, mais pour que ça reste appétant, où on peut tolérer voilà, des purées de noisettes à cacao, il y a un tout petit peu de sucre intégral, donc c'est ce que j'ai eu fait à l'époque pour mes enfants, pour rester dans cette base-là, mais fuir les aliments raffinés, les céréales raffinées, et l'excès de produits laitiers. Voilà ce qu'on peut dire pour les enfants. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Voilà, et après, je veux juste rajouter, le programme est là. Voilà, là, c'était vraiment faire du générique, vous donner le plus d'informations possible, mais ça ne peut pas remplacer un programme où il y a plus de 10 heures d'enregistrement. Enfin, je n'ai pas le nombre d'heures exact, je ne sais pas monter ce que ça donne, mais enfin, j'avais passé quand même plus de 2 jours de tournage, donc ça a fait quand même un beau volume, où dedans, vous avez les assiettes pour le petit déjeuner, pour le midi, pour le soir, la collation, les spécificités pour les enfants. Donc, toutes ces réponses, mieux qu'un livre, vous les avez en vidéo. Et après, voilà, une fois que vous avez regardé ce programme, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, je vous le reprécise, mais je réponds aux mails par l'intermédiaire de Bibouda pour des questions précises. Et Emmanuel m'a encore transmis aujourd'hui 2 ou 3 mails sur des questions par rapport à l'aroma. Pour répondre à Marie, oui, c'est théorique et des conseils pratiques, hein, ta formation. Oui, non, je fais pas de vous des spécialistes. Le but, c'est que vous ne deveniez pas des naturopathes, des nutritionnistes, des micronutritionnistes. Il y a quelques bases théoriques pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre que derrière, c'est pas une lubie. Moi, ce qui est important, c'est que ce que je vous donne comme conseil, ce soit valable pour les années à venir, qu'on puisse pas remettre en cause en disant que, donc, pourquoi ça sera toujours valable dans 10 ans, ce que je vous dis, c'est parce que ça repose sur des bases du fonctionnement du corps, donc ce qu'on appelle la physiologie. Donc ça, le corps, il fonctionnera de la même façon dans 10 ans qu'aujourd'hui. Par contre, la mode, plus de protéines, plus de ci, plus de ça peut varier en fonction des modes et des engouements des uns et des autres. Donc, c'est surtout pratico-pratique. L'objectif, c'est que vous puissiez mettre en pratique avec des exercices, avec des réflexions et des exercices, et c'est du concret, Marie. Alors, bah bien, merci à tous, vous avez été très nombreux, hein, plus de 700. Merci beaucoup, Alain, toujours pour beaucoup d'informations, de générosité dans tes webinaires. Et puis, eh bien, à très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. Et bientôt également aussi un autre avec Alain, d'ailleurs, pour continuer sur tous ces sujets concernant l'alimentation et la santé.
Tout à fait, on se retrouve le mois prochain. On va continuer là maintenant, on est parti sur des webinaires autour de justement cette éducation santé. Donc, vous avez plein d'informations. Et ben, j'espère vous retrouver très rapidement sur le programme Éducation et santé, où vous aurez tous les outils pour rester autonome. Ce sera un moment de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes en effet 750 à l'heure où on va clôturer. Donc, c'est un super cadeau. Et je me dis que ça vaut le coup d'investir un petit peu de temps, puisque ça vous a offert. La contrepartie, c'est que ça vous permettra d'avoir de l'information et diffuser cette information auprès de vous, diffuser ces conseils. Plus vous serez nombreux, plus nous serons nombreux et plus nous deviendrons des consommateurs plutôt que des consommateurs de panurge. Bonne soirée, merci à toutes et je salue toutes les personnes que je connais qui sont derrière leur écran et ceux que je ne connais pas encore et je rencontrerai peut-être par l'intermédiaire de l'écran ou par mail. En tout cas, excellente soirée et prenez soin de vous et passez une bonne fin d'année. Bonne soirée.